bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir bravé la montée du Rhône, les manifestations des agriculteurs, un accident qui s'est passé il n'y a pas longtemps dans le coin et la première journée de fraîcheur dans votre ville. Merci. Il fallait du courage. Je suis ravi de vous voir parce qu'il y en a qui regardent un petit peu la télévision parmi vous. Oui. Il y en a qui regardent le magazine de la santé, émission que je présente avec Marina Carambeu. Oui. Marina Carrère d'Ancos. Et Adriana Carambeu, je mélange les deux. Il faut dire qu'elles sont formidables, toutes les deux. J'ai pas entendu beaucoup... Attendez, je vais reposer la question, parce que j'aime bien, quand j'arrive dans une ville, être sûr que vous soyez concentrés. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent le magazine de la santé? Oui. Voilà, là, j'aime bien. Vous savez, la télé, c'est génial. Je suis hyper heureux de faire ce métier, mais c'est un peu frustrant, parce que finalement, tous les jours, je parle, certes, à 1 million de téléspectateurs, mais je m'adresse à des caméras. Et les caméras, bon, c'est toujours les mêmes cadreurs qui sont derrière, c'est sympa 5 minutes. On a envie de rencontrer un petit peu les gens à qui on s'adresse, et c'est pour ça que ce Tour de France, c'est un vrai plaisir. Et c'est pas de la démagogie, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer, de voir ceux qui nous regardent tous les jours et qui, je l'espère, pour vous, apprennent beaucoup de choses en nous regardant en ce qui concerne la santé. Alors on a décidé de lancer ce Tour de France, on en est à la 23e ou 24e ville ce soir. Un Tour de France qui me permet, moi, de vous approcher, de me rapprocher de vous et puis de vous parler de santé de façon beaucoup plus sympathique, avec une grande proximité. Vous savez que ce soir, puisque vous êtes là, on va parler de la douleur, mais nous avons, lors de ce Tour de France, parlé de sommeil, de cerveau, de vieillissement, de sport. Et j'espère que nous reviendrons en Avignon dans quelques mois pour aborder un autre sujet. Et puis, nous sommes en partenariat avec toutes les villes que nous traversons. Aujourd'hui, c'est la mairie d'Avignon qui nous accorde son partenariat. Et je vais demander à Madame Chantal Lamourou, qui est la conseillère municipale déléguée à la santé, de bien vouloir me rejoindre pour un petit mot d'introduction et de bienvenue. En fait, je me fais mon mot de bienvenue tout seul. Mais... voilà, on est toujours super accueillis et sans les municipalités, on ne pourrait pas faire grand-chose. Bonsoir, madame. Monsieur Michel Simès. Madame Chantal Lamourou. Messieurs et mesdames les médecins, messieurs et mesdames les élus, mesdames, messieurs. Voilà, madame le maire ayant d'autres obligations, elle m'a demandé, en tant que déléguée à la santé publique, de la représenter. Pour moi, c'est un grand honneur. Parce qu'il faut quand même que je vous dise que quelques jours après que nous ayons été élus, au mois d'avril, nous avons reçu une proposition du Club Santé Débat, qui a été cofondé par Michel Simès, pour nous proposer d'intervenir à Avignon. Nous n'avons pas hésité. Dans notre projet, la prévention et l'information santé auprès de nos concitoyens est essentielle. Et la mise en place d'actions publiques, c'est un enjeu majeur. Je reprends les termes de votre lettre. Le cycle de conférences gratuites et grand public, en partenariat avec la mairie, nous a séduits. Pour aborder des sujets de santé, nous savons que ce Tour de France de la prévention santé connaît un énorme succès et vous êtes très nombreux ici pour en témoigner. La santé, il est vrai, n'est pas une prérogative municipale, mais elle touche les Avignonnais et leurs conditions de vie. Qui n'a jamais été confronté à des problèmes de santé? Qui n'est jamais tombé malade? Ou ne s'est jamais inquiété de l'état de santé de ses proches? Nous sommes tous responsables de notre santé, mais nous ne sommes pas égaux face à l'accès aux soins, face à l'information, face au dépistage. Être en bonne santé, c'est se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son environnement, dans son quartier, avec ses voisins, avec sa famille. Aussi, nous nous sommes engagés à impulser des actions de santé à travers la mise en place d'actions de terrain qui devraient permettre de rendre les habitants de notre ville acteurs de la santé,
dans des ateliers santé-ville que nous allons impulser dans les quartiers avec de nombreux partenaires dans le cadre du contrat de ville. Le projet est en cours et tous les partenaires qui sont ici présents, eh bien, vous allez être invités à participer avec nous. Notre ville peut également s'enorgueillir d'avoir des équipes médicales de grande qualité. Je voulais remercier tous ceux à qui j'ai proposé de participer au débat de ce soir, de m'avoir répondu positivement, mais tout le monde ne pouvait pas être sur ce plateau, ce n'était pas possible. Mais je les remercie quand même pour leur proposition d'aide. Le thème de ce soir, sur la douleur, intéresse un public varié. Il touche de nombreuses personnes et surtout qu'à Avignon, nous avons la chance, à l'hôpital, d'avoir un service antidouleur qui est très en pointe. Et je peux regretter que le docteur Diaz, qui est le chef de service du service antidouleur de l'hôpital d'Avignon, n'ait pas pu être là ce soir pour des raisons de vacances. Nous avons également des cliniques à haute performance et un personnel médical dévoué et compétent. Que le débat de ce soir puisse répondre à vos attentes. Nous espérons tous que vous allez pouvoir poser des questions et avoir des réponses à tout ce que vous vous posez. Bonne soirée. Merci madame. Merci beaucoup et merci à la mairie de nous accueillir. On rigole, mais c'est pas facile de parler devant du monde comme ça. Je voudrais vous citer nos autres partenaires, Alain Flelou qui nous accompagne aussi depuis plusieurs mois, France Bleu qui nous a relayé, qui a relayé cette conférence, qui a fait de moi un invité surprise. J'étais content, je ne sais pas si vous avez entendu l'interview, c'était assez marrant parce qu'on masquait ma voix et il fallait essayer de deviner qui j'étais. Alors tout y est passé sauf moi. C'est-à-dire que il y a tout eu. Il y a eu Julien Courbet, Michel Drucker, tout eu. Il n'y a pas eu Georges Clooney, j'étais un peu vexé, mais il y a quelqu'un qui a fini par me trouver, je pense qu'on a dû lui souffler à l'oreille. Voilà. Et puis Télé Loisirs qui nous accompagne. Alors cette conférence va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, on va vous expliquer tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la douleur, les traitements qui sont à notre disposition, et je vais le faire grâce à nos 4 invités, parce que le principe de cette conférence, c'est surtout pas de descendre dans chaque ville, apporter la bonne parole de Paris. Des spécialistes et des médecins ultra compétents, il y en a dans toute la France, et il n'était pas question pour moi de venir avec les pontes, avec un grand P et un petit R qui viennent de Paris, pour expliquer à nos chères provinces comment il fallait faire. Vous avez ici des gens hyper compétents et ce sont eux qui seront nos orateurs ce soir. Et dans la deuxième partie, nous aurons une partie interactive avec vous, des questions-réponses. Alors, je le dis à chaque fois, même si ça ne loupe pas, vous avez remarqué que si c'est un cabinet médical, c'est un peu grand. Donc, ce ne seront pas des consultations, même si vous pouvez, à travers un cas personnel, nous poser des questions. On essaiera d'élargir un petit peu, bien évidemment, pour ne pas trop personnaliser tout ça. Alors, on va parler de quelque chose ce soir que tout être humain a ressenti un jour. On va parler de cette douleur. Le problème de cette douleur, de cette sensation que l'on a, c'est que c'est presque unique en médecine, c'est quelque chose de subjectif, de complètement subjectif. C'est-à-dire que vous êtes, quand vous avez mal, le seul à ressentir cette douleur. Aucun médecin ne peut palper, examiner, voir, ressentir la douleur que vous ressentez. Aucun examen complémentaire aujourd'hui, aucune radio, aucun scanner, aucune IRM ne peut diagnostiquer, ne peut aider à diagnostiquer la douleur. Quand on a mal, on est tout seul avec sa douleur. Alors on est tout seul à la ressentir, on n'est bien sûr pas tout seul, et on va le voir ce soir, pour la prendre en charge. On va parler de tout ça. Je vais demander à mes 4 orateurs de monter sous vos immenses applaudissements. Docteur Roselyne Pillard, Sylvie Kircher, Alain Roux et Dominique Bonneau, je vais vous les présenter quand ils vont monter. Vous avez ici leur spécialité. Vous voyez que nous avons des spécialistes. Vous asseyez. Alors, se mettre le plus près de moi, ce n'est pas forcément un cadeau. Donc, on va demander à Dominique Bonneau de se mettre là. Hein, et puis, mesdames, vous répartissez. On fait un garçon, une fille, comme dans les dîners, non? C'est sympa.
Alors, le docteur Alain Roux est médecin généraliste. Il coordonne la consultation douleur dans une clinique à Avignon. Et c'est je ne vais pas dire un ancêtre de la douleur, ce ne serait pas gentil pour vous, mais il me disait tout à l'heure que c'est dès 1983 qu'il s'était intéressé à la douleur. Et je peux vous dire qu'en 1983, il n'y avait pas beaucoup de médecins qui s'y intéressaient à la douleur. On va bien sûr en parler tout à l'heure. Le docteur Sylvie Kircher, qui est qui est algologue, c'est-à-dire spécialiste de la douleur, oncologue, spécialiste du cancer, à l'Institut Sainte-Catherine à Avignon. Le docteur Roselyne Pillard, algologue également, qui est à la consultation douleur du centre hospitalier d'Avignon, où vous regrettiez tout à l'heure que le grand ponte, si j'ai bien compris, ne soit pas là, mais vous allez voir qu'elle s'y connaît. Voilà. Et puis le docteur Dominique Bonneau, qui est à mes côtés, qui est spécialiste de médecine manuelle et d'ostéopathie à Avignon. Alors, je vais tout de suite vous dire, les 3 personnes qui sont là-bas, je ne les connaissais pas. On a fait connaissance tout à l'heure dans la loge. Je vais être très honnête avec vous. Le docteur Dominique Bonneau, nous nous connaissons depuis une trentaine d'années. Donc, je vais essayer de le vous voyer parce que sinon, on se sent un peu exclu. Mais je peux déraper. Voilà. Et voilà, je voulais juste vous dire. Hein, mon Dominique? Je pense qu'il fallait le dire d'abord. Il fallait le dire. Voilà, c'était important pour que tout le monde ne se demande pas, mais qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Si on dit qu'on n'est pas... que la médecine a été très en retard par rapport à la prise en charge de la douleur, qu'on va définir tout à l'heure, mais qu'on a mis un moment à se dire que finalement avoir mal, c'était peut-être pas si normal. Je disais tout à l'heure, docteur Roux, que vous étiez un des précurseurs de la prise en charge de la douleur, enfin vous y êtes intéressé avant tout le monde ici. Qu'est-ce qui fait finalement qu'il a fallu attendre si longtemps pour qu'on se dise que traiter les maladies, c'était bien, mais traiter l'un des symptômes les plus insupportables qui est la douleur, ça faisait aussi partie du métier de médecin? Bonsoir à tout le monde d'abord. Oui, effectivement, cette notion d'attente du traitement est quand même liée avec nos cultures. Tu enfanteras dans la douleur, toutes ces dimensions occidentales ont certainement joué. On se rend bien compte que dans d'autres civilisations, le problème n'était pas le même. Ensuite, la nécessité de traiter le malade pour le guérir. Aujourd'hui, on peut se permettre de prendre en charge la douleur du cancer comme l'a fait Sylvie, parce qu'il y a beaucoup de malades qui sont blanchis longtemps, au point qu'on ose parfois employer d'autres mots. Mais il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, c'était tellement moins sûr qu'il fallait d'abord s'occuper de ça, et puis la douleur ensuite. Alors, on peut l'élargir à tout ce qu'on veut, et le résultat est à peu près le même. Et pendant des décennies, on a même pensé que les enfants, les bébés, les nourrissons n'avaient pas mal parce que leur système neurologique, leur système nerveux n'était pas assez mature. C'est-à-dire que tout se faisait sans anesthésie pratiquement. Aujourd'hui, on a des pommades, les MLA, tout un tas de choses pour éviter que les enfants souffrent, même avant une simple vaccination. Mais pendant longtemps, on s'est dit, leur système n'est pas mature, donc ils ne souffrent pas, on peut y aller. Absolument, et je ne dirais pas que c'est gagné partout tout le temps. Le retard est comblé aujourd'hui, un petit peu, dans ce domaine de la prise en charge de la douleur qu'on va détailler. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a rattrapé un peu le temps perdu? Oui, on a rattrapé le temps perdu, mais des patients qui souffrent. Ah, attention, le micro... Non, alors vous allez prendre les micros... ce qu'on va faire, vous prenez les micros à fil, voilà, comme ça c'est... Oui, donc la prise en charge de la douleur s'est améliorée. Des patients qui souffrent encore, il y en a encore énormément. Les progrès, je crois, ils sont plus à faire que ceux qui ont déjà été faits. Bon. Après, les progrès, ils sont à faire dans les mentalités, hein, le changement des mentalités, justement, considérer le patient qui souffre alors que nous-mêmes, on ne ressent rien et le prendre en charge. C'est là-dessus que les plus gros progrès ont pu être faits, je crois. Parce que les médicaments, ils sont anciens dans un certain sens. On va voir tout à l'heure tout ça, les médicaments, la prise en charge, qui fait quoi. Je voudrais qu'on voit des statistiques déjà. Vous voyez que c'est l'affaire de tous, hein, la douleur. Un tiers des Français qui expriment une douleur quotidienne depuis plus de 3 mois. 20% souffriraient de douleurs chroniques. Alors on va essayer de définir tout à l'heure ce qu'est une douleur chronique.
Et une personne sur 4 estime que la douleur perturbe ou détruit ses relations avec sa famille et ses amis, ce qui est considérable en matière de conséquences sur la vie quotidienne. Un petit mot sur les principales causes de la douleur, sur lesquelles on va bien sûr revenir. La maladie, les maladies, la douleur qui est provoquée par des interventions, les accidents, et puis vous voyez en dessous s'afficher toutes les autres raisons pour lesquelles on peut avoir mal. Docteur Roux, là, on dit que 70% des Français, pour 70% des Français, la douleur est le premier motif de la consultation médicale. Je parle, bon, vous êtes un peu spécialisé dans la douleur, donc on vient vous voir pour ça, mais est-ce que chez vos confrères médecins généralistes, on remarque le même pourcentage? Fort probablement. La douleur étant un signe d'alerte, Descartes en avait déjà parlé en 1604 la première fois. Ce signe d'alerte est à la fois quelque chose qu'on va retrouver dans des maladies chroniques, mais qu'on va trouver aussi dans des maladies aiguës, et c'est ce qui va amener peut-être le malade à consulter le plus rapidement possible, parce que lorsqu'on tousse, lorsqu'on a mal, lorsqu'on a une diarrhée, lorsqu'on a des choses comme ça, on peut peut-être attendre. Par contre, lorsque la douleur est là, et nos amis les dentistes nous le disent aussi, c'est une nécessité. Docteur Pillard, l'impact sur la vie quotidienne, on l'a entreaperçu sur la précédente, et là on va le voir plus précisément, est énorme de la douleur. Là aussi, on se demande si les médecins sont conscients, je ne parle pas de ceux qui sont spécialisés dans la douleur comme vous, mais si les médecins sont conscients de tout ce que le simple fait d'avoir mal va entraîner dans sa vie quotidienne. Vous voyez la marche, le fait de se laver, la douleur qui empêche de dormir ou qui réveille la nuit. 73% de ceux qui ont mal ont du mal à réaliser leurs activités quotidiennes. Et il y en a même, regardez le nombre de personnes qui songent à arrêter de travailler. Quand vous prenez en charge des patients qui ont mal quelque part, vous leur posez toutes ces questions? Alors oui, ça fait partie du bilan d'entrée, on va dire. Alors, ce handicap, on le retrouve déjà dans la douleur aiguë. Nous, dans les services hospitaliers, quand un patient rentre, la plupart du temps pour un problème de douleur, qu'il soit thoracique, abdominal, le patient arrive sur un brancard. Il n'arrive plus ni à bouger, ni à marcher, ni à s'alimenter, il ne peut plus dormir, donc il est épuisé. Donc ça, même dans la douleur aiguë, elle sidère le patient et il ne peut plus rien faire. Et dans le cadre de la consultation de douleur chronique, on retrouve des patients qui, effectivement, au fur et à mesure, se sont coupés de leurs activités quotidiennes, ne vont plus voir leurs amis, ne sortent plus, n'arrivent plus à aller travailler et s'isolent petit à petit. Et c'est ce qui va aggraver, on va dire, la situation de ces patients et rendre la prise en charge compliquée. Comment on définit la douleur? C'est une question terrible, moi j'ai jamais réussi, enfin on me l'a jamais demandé, remarquez. Mais... C'est le patient qui le déclare. Comment? C'est le patient qui le déclare. Le patient qui déclare qu'il a mal, mais il y a une définition... il y a une définition plus ou moins officielle, celle du IASP. La douleur est une sensation désagréable, émotionnelle, décrite comme touchant un organe ou présentant le même signe, ce qui laisse imaginer déjà plein d'autres choses. Mais effectivement, si lui a raison, la douleur c'est que le malade dit qu'elle est. C'est l'individualisation de chaque douleur, vous le disiez tout à l'heure, cette subjectivité fait que toute définition devient très secondaire. Docteur Bonneau, alors vous êtes un peu plus spécialisé dans toutes les douleurs du squelette, des douleurs articulaires, mais je pense que vous devez vous intéresser... Tu dois t'intéresser, j'arriverai pas. Non, vous devez vous intéresser à toutes les douleurs. Puisqu'on parle de subjectivité, je vais faire un peu de provoque volontairement. Mais c'est de la provoque, tous les médecins en parlent entre eux, la différence de perception du seuil douloureux selon les origines, selon les régions, selon sa propre sensibilité. En gros, il y en a qui sont plus douillés que d'autres, si on doit exprimer ça comme ça. Mais est-ce que finalement, ça a une importance ou pas pour le médecin que quelqu'un soit plus douillet et que pour une petite douleur, ce soit plus insupportable pour l'un que pour l'autre? Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit M. Roux, c'est cette notion que la douleur peut être en rapport avec une vraie lésion d'un organe, une vraie atteinte, ou qui peut avoir lieu
cette douleur alors qu'il n'y a pas de lésion de l'organe, mais ressentie comme telle. Et cette définition de l'Organisme mondial de la santé est importante parce que justement, nous avons chacun, devant un même traumatisme, devant une même agression d'une maladie ou une autre, la capacité de répondre de manière différente en fonction de notre terrain et de notre vécu. Michel Simès vous disait tout à l'heure que pendant longtemps, on faisait des tests, ces fameux tests de Guthrie, où on piquait le talon de l'enfant à la naissance sans anesthésie. Et on s'est aperçu que les douleurs chroniques survenaient souvent chez des gens qui n'avaient pas subi de bonnes anesthésies très tôt dans leur enfance. C'est-à-dire qu'on va être marqué, on va avoir dans sa tête un vécu de la douleur qui n'aura rien à voir, pas forcément en fonction de notre origine ethnique, puisque nous, je me rappelle à Montpellier, on nous parlait du fameux syndrome méditerranéen, qui était celui où tous les habitants du pourtour méditerranéen, on avait tendance à exagérer. Et de même, les compagnies d'assurance savaient que quelqu'un qui avait un coup du lapin dans le nord de la France, c'était 0 à 2% de séquelles, alors que dans le sud, c'était toujours 5 à 10%. Donc, il y a un facteur local, mais plus que ce facteur local, je crois qu'il y a tout ce qui... C'est vrai ou pas? Oui. Non, oui, non, parce que vous dites. Ah non, mais statistiquement, oui. Statistiquement, c'est vrai. Ah oui, pour les compagnies le d'assurance, sud, oui. Dans le sud, il y a une description toujours avec beaucoup d'emphase de la souffrance post-traumatique. Je vous parle pour les compagnies d'assurance, mais c'est quelque chose qui était connu, qui a ensuite amené qu'il y ait un barème qui soit beaucoup plus harmonieux, parce que justement, on ne comprenait pas, quoi. Dès qu'on dépassait en dessous de Lyon, les taux pour un coup du lapin, c'était autour de 5%, alors que dans le nord de la France, c'était 2%. Vous ressentez ça dans vos clientèles? Vous avez exercé uniquement dans le sud de la France, vous? Tous? Ouais. Personne n'a été allé dans le nord? Non. Ils n'ont pas assez mal, en fait. Vous n'avez pas de clients. C'est ça? Non, mais c'est vrai qu'au quotidien, quelqu'un qui arrive, qui est originaire du sud de la France, qui crie beaucoup, qui bouge beaucoup, ça peut créer une certaine tension. Ça va effectivement générer un peu d'anxiété chez tout le monde, chez le soignant et chez le soigné. Ouais. Donc c'est vrai qu'on ne va pas réagir de la même façon avec quelqu'un qui est calme dans un lit et quelqu'un qui s'agite, crie, bouge. Vous préférez qu'il ne bouge pas trop quand même? Non, chacun a sa façon de s'exprimer, mais c'est vrai que souvent les pauvres, ils sont un peu mais on a un seuil à la légère. Bon, et si je vous pose la question autrement, on a un seuil de tolérance à la douleur. Enfin, on n'est pas tous pareils. Notre cerveau, il réagit différemment. On va voir le mécanisme là, mais le cerveau, il réagit différemment en fonction de ce qu'on a vécu. Dominique Bonneau le disait à l'instant, en fonction de son éducation, en fonction... Quand vous avez on ne va pas faire dans la caricature, mais vous avez l'impression qu'un Japonais qui a mal, il va bouger un cil. Hein, et que là, c'est une immense douleur insupportable, alors que vous prenez un Italien, il va se rouler par terre, pour la même douleur. Vous voyez, je suis gentil, je ne parle pas du sud de la France. Hein. Est-ce qu'on a un seuil de... on supporte plus ou moins, finalement, cette douleur? Je crois qu'il faut différencier la douleur et l'expression de la douleur. C'est-à-dire que le Japonais en question, va pour le cil, mais rien ne prouve qu'intérieurement, il n'est pas la même douleur que celui qui va pousser beaucoup de cris. En contrepartie, on parlait donc des différentes origines ethniques. On se rend bien compte que les populations noires, a priori, présentent moins de douleurs chroniques parce qu'ils expriment beaucoup plus dans la douleur aiguë, et on sait que la douleur aiguë va faire le lit de la douleur chronique. Et donc, à partir du moment où ils ne laissent pas la douleur s'installer, fort probablement, ça les aide. Mais... il faut intégrer à la fois la dimension culturelle, la dimension religieuse, la dimension sociale, la dimension ethnique. La douleur, c'est l'ensemble de tout ça. Elle est subjective, mais c'est l'ensemble de différents éléments. C'est la particularité, c'est donc l'individualisation. Et docteur Kircher, le sexe intervient? Le sexe féminin ou masculin, pas... Non, parce que quand je prononce le mot sexe, j'ai toujours un petit moment de flottement. Non, si les hommes sont plus douillés que les femmes, c'est ça la question? Ben, je sais pas. Non. Oui. Alors, a priori, les hormones féminines font ressentir la douleur d'une façon plus importante, et on sait qu'après la ménopause, oui, enfin, les gens douloureux sont moins douloureux. Merci Sylvie Kircher, merci. Oui, enfin... non, il faut l'aider, vous avez raison, il faut l'aider. Donc, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui. Bon, peut-être pas tout à fait. Ça, là aussi, l'individu compte beaucoup. Non, en fait, je pense que ça dépend des maladies. Hein. Les hommes souffrent certainement autant, mais ont moins tendance à recourir aussi mais aux médecins. Ils se plaignent plus. Ils se plaignent peut-être plus, je ne sais pas. Oh, mesdames. Ça, je sais pas. Hein?
Vous êtes d'accord? Bon, je sais pas le dire. On a le moindre truc, on se casse un ongle, c'est la fin du monde quand même. On s'assoit et puis vous êtes d'accord? En revanche, les hommes auront moins tendance, en ce qui concerne les statistiques, des consultations douleur et tout ça. Il est clair que les femmes ont plus tendance à la Les hommes attendent que ça passe. Voilà. Sauf si leur femme dit arrête de me faire chier, pardon. Et tu vas aller voir le médecin. Voilà. Mais donc ça, c'est aussi culturel. Mais derrière nous, on a un petit schéma qui montre. Alors, je vais essayer de. Enfin, c'est vous qui allez le commenter. Je voudrais juste poser les éléments. En haut, vous voyez une aiguille qui rentre dans la peau. Et à droite, vous reconnaissez la coupe du cerveau. Et en bas, la sorte de tranche de cake, là, c'est la moelle épinière par laquelle tout ça va passer. On a ça, puis on a une petite vidéo. Attendez, avant qu'on la lance, on fait une pause. Qui va commenter la vidéo? Vous l'avez tous vue. Qui veut la commenter? Vous l'avez déjà commenté le schéma des voies de la douleur? Non, je voudrais que vous commentiez la vidéo. Allez, on commente la vidéo alors. Allez-y. Donc là, on suppose que quelqu'un a pris un coup. On voit qu'il y a une dilatation des vaisseaux dans la partie sous-cutanée. Donc on a une augmentation de la chaleur locale, une rougeur, un gonflement. Au niveau des vaisseaux, il y a des substances inflammatoires qui vont diffuser et qui vont entraîner une inflammation au niveau des tissus sous-cutanés qui va provoquer la douleur, augmenter, on va dire, le gonflement. Et puis secondairement, on a les globules blancs qui vont arriver et qui vont réparer la situation et on va avoir un retour à l'état initial avec une peau qui va se recolorer normalement, la chaleur qui va diminuer, le gonflement qui va diminuer. Alors là, on a vu comment tout ça se réparait. Maintenant, on va revenir sur le schéma et là, vous allez nous expliquer effectivement les récepteurs finalement de la douleur. Ben là, on peut imaginer qu'on est sur la plage et qu'on a mis le pied sur un oursin. On a l'oursin qui vient traverser la peau et donc... Il faut qu'on retourne le schéma parce que l'oursin qui vient de haut, là, c'est rare. Oui, on met là comme vous voulez. Quelqu'un qui vous envoie un oursin. Voilà. Bataille d'oursin. Un copain sympa. Bataille d'oursin sur la plage. Donc, il va y avoir une stimulation. Alors, les petits champignons jaunes là qu'on voit, c'est les récepteurs qui vont être stimulés. Et un message va être conduit donc, le long de ce neurone qui va... Le nerf qui descend, là. Qui descend, qui va passer dans la corne postérieure de la moelle. Et là, il y a un petit relais qui va se faire entre ce premier neurone et le deuxième neurone qui va traverser la moelle, passer de l'autre côté et puis remonter vers le cerveau. Il va faire un deuxième relais au niveau du thalamus. Et à ce moment-là, le troisième neurone va envoyer le message au niveau du cortex. Et là, on va comprendre qu'on a mal. Et là, ça ne prend pas 2 heures. Hein. Non, c'est hyper rapide. C'est quoi la vitesse à laquelle, entre la piqûre de l'oursin et... C'est tout de suite? Quelques millisecondes. Millisecondes. Hein, voilà, il y a des fibres, on va dire, qui sont plus ou moins lentes en fonction de leur épaisseur et de la gaine de myéline. Et on aura un premier message très rapide qui va arriver jusqu'à la moelle et qui va nous dire « Attention, on est en train de se blesser », qui va entraîner un réflexe qui va nous permettre de retirer la main de l'objet douloureux. Et ensuite, un message un peu plus lent, qui est plus diffus et qui nous donnera une sensation plus de brûlure. Alors ça, c'est, Dominique Bonneau, ça c'est la peau. Donc on sait que quand on se pique, on a mal à la peau. On a mal. Ces récepteurs, il y en a dans tout l'organisme, y compris à l'intérieur des organes, et y compris à l'intérieur des articulations ou dans des parties qui sont finalement pas sensibles aux agressions extérieures. Tout à fait. Donc, nous avons deux types de récepteurs, ceux qui se permettent d'être en contact avec l'extérieur, qui s'appellent les extérocepteurs, et ceux qui sont en harmonie avec ce qui se passe dans notre corps, qui sont les propriocepteurs. Nous avons différents types. Vous voyez vous avez l'impression qu'il y a des petites arborescences et des petits rameaux qui sont juste sous la peau. Et ceux-là, ce sont des terminaisons libres, sensibles à la piqûre. Et puis, vous voyez d'autres structures qui ressemblent à celles qui sont dessinées ici, qui ressemblent à des bulbes d'oignon et qui vont être sensibles à la pression, qui vont se déformer. Et au niveau des articulations, nous avons des capteurs qui sont sensibles à la vibration, à la pression, à l'étirement. Et quand on fait un geste, on a les mêmes choses au niveau des muscles. C'est-à-dire quand votre médecin va vous taper sur votre genou, il va allonger très discrètement le tendon, et en allongeant très discrètement le tendon de quelques millièmes de millimètre, il va étirer
un petit ressort qui est à l'intérieur de votre muscle qui va entraîner immédiatement une contraction de ce muscle. Et de la même manière, au niveau du tendon, vous avez d'autres petits capteurs qui vont mesurer si la force n'est pas trop importante et ne risque pas de, lorsque vous soulevez par exemple une table en pierre, et votre corps va vous dire « Oh, c'est trop lourd, ça va casser ». Et combien d'entre vous ont eu des mal de dos et d'un seul coup, les jambes s'affaissent parce que votre corps vous dit attention, il y a un risque pour ton organisme, donc ça coupe. Et c'est un système automatique qui est totalement autonome, qui permet de protéger. Tout cela est un système pour équilibrer et pour protéger notre corps. Et pour protéger, d'ailleurs, l'organisme sécrète des endorphines, des sortes de médicaments antalgiques, antidouleurs naturels. Oui, donc si on peut revenir sur ce schéma, il y a plusieurs choses qu'on peut compléter. C'est-à-dire que déjà, il y a tout un système de contrôle en fait descendant. Donc il y a 3 neurones et en fait ça crée 3 relais. Et au niveau de chaque relais, il y a un système de contrôle qui peut se faire, dont la production d'endorphines par le propre cerveau, qui est libéré au niveau de la transmission nerveuse et qui permet de bloquer le signal. En fait, il y a un certain nombre de signaux douloureux, excusez-moi, qui n'arrivent pas jusqu'au cerveau parce que en fait ils sont bloqués au niveau des synapses par les contrôles qu'on a en interne et qui limitent la transmission de la douleur. Et ce que j'aurais aimé rajouter, c'est que dans ce schéma, on voit qu'il y a un relais avec le dernier neurone qui se fait au niveau du thalamus. Le thalamus, c'est quand vous voyez dans le cerveau, vous voyez la coupe du cerveau là. Voilà. Vous voyez qu'il y a une sorte de petit Y qui fait le relais avec une petite boule. C'est ici le thalamus. Donc c'est dans ce thalamus que se fait le relais avec le dernier neurone qui va amener l'influx nerveux à la conscience en quelque sorte. Et le thalamus, c'est là où se passent toutes les émotions du corps humain. Donc c'est ce qui va donner la dimension émotive justement à la douleur. Ça, c'est la douleur aiguë par excellence, la piqûre d'oursin. À partir de quand on parle de douleur chronique? Classiquement 3 à 6 mois. C'est vaste. Pourquoi? Parce que quelle que soit la cause de la douleur, a priori, dans les minutes, dans les heures, dans les jours, ou au pire dans les semaines qui suivent l'initiation de la douleur, celle-ci doit disparaître. Si elle ne disparaît pas, elle devient donc chronique, et là, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle entité, c'est une maladie par elle-même. La douleur chronique est une maladie, ce n'est pas la suite de la douleur aiguë, ce n'est pas sa persistance, c'est autre chose, bien qu'il ait fallu qu'il y ait une douleur aiguë au départ. Comment vous évaluez, vous médecins, spécialistes, généralistes, la douleur? Là, on voit, alors on dit que c'est subjectif, que c'est très difficile d'exprimer l'intensité de la douleur qu'on ressent. Ça ne fait pas très longtemps qu'il y a ces échelles, ces petites réglettes là, qui permettent d'évaluer, ou en tout cas, on l'attend, vous voyez en haut, c'est plutôt pour les enfants, non? Oui, plutôt pour les enfants. Pour les adultes, on a le même système. Je vous en ai apporté une pour vous montrer. Je vais vous dire combien j'ai mal. Vous, il faut que vous regardiez du côté donc de ce côté-là. Donc on attend au patient. D'un côté, il n'y a pas de douleur, c'est l'absence de douleur. De l'autre côté, c'est la pire douleur qu'on puisse imaginer. On demande au patient de déplacer le petit curseur. Ah oui, et c'est vous qui derrière voyez. Voilà. Et nous, on voit. Je crois que vous voyez bien dans le fond de la salle. C'est pas la peine que je m'approche. Très bien, merci. Voilà. Pour les personnes âgées ou pour les enfants, on les met dans ce sens. C'est plus facile pour eux d'imaginer la douleur dans le sens vertical. C'est un devoir maintenant de le faire, d'évaluer cette douleur. En tout cas, à l'hôpital, il faut que ça soit fait à l'entrée de chaque patient et que ça soit noté dans le dossier médical. Ça permet après de mettre en place un traitement et de l'évaluer, de voir si ce traitement est efficace ou pas. Et c'est les infirmières qui le font et qui sont en première ligne dans ce travail. On a un petit bruit qui me fait penser que j'ai un acouphène et qui va m'énerver rapidement. Si vous pouvez régler ça, parce que c'est pas très agréable. Je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, vous aussi, donc ça va énerver tout le monde. Alors, donc ça c'est une avancée considérable parce que ça permet bien évidemment de mieux calculer, entre guillemets, la douleur, le ressenti. Mais finalement, on se dit, comment savoir qu'on est à 10 ? Vu qu'on n'a pas d'éléments comparatifs, comment vous êtes sûr que finalement c'est une bonne évaluation ? Chaque patient est son propre témoin.
C'est-à-dire que le patient, il rentre, s'est fracturé la jambe, on lui a donné des calmants, il a une EVA, ça s'appelle, une échelle visuelle analogique à 7. Eh bien, on va lui donner un calmant et il faut que quelques heures après, il ait moins de 7. D'accord, mais un 5 chez l'un, c'est pas forcément. Oui, il y en a des patients ont le chiffre à 10 et pour autant vont boire le café à la cafétéria de l'hôpital, et d'autres sont en brancard avec 5, mais ça n'a pas d'importance. Est-ce que le type de douleur vous oriente? Est-ce que quand vous avez un patient qui vient et qui dit j'ai plutôt une brûlure, ou j'ai plutôt une sensation de striction, ou j'ai plutôt l'impression d'un étau, est-ce que ce sont des signes, une description qui va vous permettre de vous orienter, vous? Alors, a priori, on définit la douleur sur 23 critères. Les douleurs dites nociceptives, qui correspondent un peu à la douleur à celle que vous avez l'habitude de ressentir. Hein. Quand je reçois un coup de marteau, ben ça, c'est de la douleur nociceptive. Lorsque on essaie d'aller un peu plus loin, on a un deuxième type de douleur qui est la douleur dite neuropathique, ce que connaissaient bien tous les gens qui ont eu un zona ou qui ont eu une sciatique. C'est le nerf qui souffre. Et c'est une douleur qui est différente et qui va répondre d'ailleurs à des traitements différents. Et troisièmement, on va parler de la dimension psychosociale de la douleur, qu'on va pouvoir aussi dire douleur idiopathique, enfin la dimension idiopathique. Enfin, il y a 10 000 noms parce qu'on ne sait pas trop comment la gérer. Donc, comme toujours, chacun lui donne le nom qu'il veut. Mais effectivement, au moins pour les deux premiers types, on a des différences. Et puis ensuite, on a les différences sur les dimensions émotionnelles, hein, avec à la fois l'anxiété, à la fois la dépression. Mais je pense qu'on on a un questionnaire d'ailleurs. On a un questionnaire exprès qui est... Voilà. Alors ça, on a des schémas pour mettre la douleur, pour la localiser sur l'organisme. Et puis on a un questionnaire émotionnel sur le retentissement émotionnel qui est très important pour vous finalement, pour voir un peu les conséquences. Oui, ça c'est capital pour évaluer notamment l'anxiété et la dépression qui vont être liées à la douleur, notamment la douleur chronique. Et c'est vrai que ça fait partie des questionnaires qu'on fait remplir aux patients en début d'évaluation. On va parler des traitements qui sont à votre disposition aujourd'hui et qui devraient théoriquement permettre de ne plus souffrir. Alors, on va vous montrer, c'est un peu compliqué le traitement de la douleur. Et je pense que cette complexité, même si aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé a mis ce qu'on appelle des paliers, 1, 2, 3 pour traiter la douleur, avec différents médicaments, regardez ici, le palier 1, c'est la douleur légère, c'est celui qui est tout en bas, on va parler des médicaments qui sont donnés, le 2, la douleur modérée, 3, la douleur sévère, et à chaque fois, on va changer de type de médicament. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles finalement les médecins pendant des années, on peut en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on maîtrise plus le traitement antalgique, mais pendant des années les médecins ont eu peur et ne savaient pas très bien traiter la douleur parce que d'une part on ne savait pas bien l'évaluer, d'autre part on avait peur des médicaments qu'on donne en général dans les stades un peu élevés qui sont les morphiniques, qui faisait peur à tout le monde, parce que oulala, de la morphine, bon, même dans l'esprit des médecins, comme on ne savait pas la manipuler, c'était de la drogue, et puis qu'on allait rendre le patient toxicomane. La douleur légère, bon, on ne va pas la définir, parce qu'encore une fois, on a compris que chacun pouvait ressentir une douleur de façon plus ou moins importante. Les antalgiques périphériques, antalgique c'est antidouleur, c'est paracétamol, aspirine, et puis les anti-inflammatoires. Voilà, c'est paracétamol sous différentes formes pour faciliter la prise des traitements. Les anti-inflammatoires, c'est les principaux qu'on utilise au quotidien. C'est là où intervient l'automédication. Hein, c'est dans ce stade, ce palier 1. C'est là le danger. Quelle est votre position aujourd'hui sur l'automédication? On sait qu'on ne peut pas aller voir un médecin toutes les 2 secondes parce qu'on a un petit peu mal. Est-ce que vous êtes plutôt pour je sais que la mentalité médicale évolue aussi. Hein, on se dit que bon, prendre un peu de paracétamol, de Liprane ou autre chose, quand on a un petit peu mal, c'est pas si grave. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette automédication et est-ce que vous la conseillez vous, à vos patients? Ben, l'automédication, si les patients est informé, comme dans une soirée comme ici, etc., plus les patients seront partenaires de soins, finalement, plus ils seront autonomes.
Et voilà, le paracétamol, c'est un médicament très dangereux qui entraîne des décès chaque année parce que c'est toxique au niveau du foie. 100 décès par an aux États-Unis. Voilà. Donc le paracétamol est un produit dangereux. Et alors les décès sont dus à des overdoses. Hein. Voilà. Enfin, des gens qui prennent... C'est-à-dire que les gens ne consultent pas et prennent du paracétamol à n'en plus finir pour une douleur qu'ils n'arrivent pas à gérer et ils ne consultent pas. Et du coup, ils dépassent la dose du paracétamol qui est un toxique hépatique au-delà d'une certaine dose. Alors justement, si les gens qui nous écoutent ici et qui, comme tous les Français, ont pris du paracétamol pour gérer une petite douleur, un mal de tête ou n'importe quoi, c'est quoi la dose à ne pas dépasser par jour? La dose, c'est 3 à 4 grammes par jour maximum. Donc ça veut dire, si on prend le Ça veut Doliprane qui est dire le plus connu... chaque cachet de 1 gramme le matin, 1 gramme le midi, 1 gramme le soir, et au-delà, il faut consulter. D'accord. Donc dans le Doliprane 500 que vous avez sûrement tous, c'est 2 comprimés multipliés par le nombre de prises. Vous êtes aussi du genre à conseiller l'automédication? L'automédication reste à être introduite par rapport à la maladie par elle-même, puisque ma spécialité est en plus de traiter de la douleur chronique, nos malades vont être éduqués, entre guillemets, il va y avoir donc une formation qu'on va leur apporter, et bien sûr, dans la formation qu'on leur apporte, on va leur expliquer comment fonctionnent les médicaments et comment ils peuvent en prendre. Mais bien sûr qu'il faut qu'ils adaptent leur traitement à la douleur. La douleur n'est pas la même tous les jours, donc on ne peut pas leur demander de prendre tous les jours le même traitement. Sur les traitements aigus, bien sûr, les traitements de fond ne doivent pas être modifiés, et donc ils vont pouvoir monter ou descendre à condition de respecter des fourchettes qu'on va leur imposer, en insistant, bien sûr, sur les effets iatrogènes, comme on a parlé, dont on a parlé par rapport au paracétamol, et puis en insistant peut-être aujourd'hui sur les anti-inflammatoires qui ont été donnés largue à manu, on en a tous donné, hein, des tonnes, et aujourd'hui on se rend compte que ce sont des médicaments qui vont être responsables d'atteintes cardiaques et d'atteintes rénales très importantes et vis-à-vis desquelles il faut encore alerter l'opinion parce que là, c'est très méconnu. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? On prend plutôt du paracétamol, plutôt de l'aspirine, plutôt un anti-inflammatoire, toujours pour ces douleurs de ce palier 1. Parce que finalement, les gens, ils font avec leurs habitudes. Si on s'est rendu compte que l'aspirine nous faisait du bien, notamment pour des douleurs articulaires, par exemple, on va se prendre de l'aspirine. Alors c'est pareil, il ne faut pas dépasser 3 grammes par jour, parce que sinon, on se fait un trou dans l'estomac et puis on a les... Il faut savoir que les anti-inflammatoires ont quand même des contre-indications. Voilà, les anti-inflammatoires et contre-indications, c'est l'insuffisance rénale, essentiellement, et puis ça se marie assez mal avec les anticoagulants, puisque ça peut donner des ulcères de l'estomac qui eux-mêmes peuvent se mettre à saigner. Donc, ça veut dire que les gens qui ont mal, ils font quoi alors? Ils prennent ce qu'ils ont dans l'armoire? Non, mais le paracétamol, par exemple, n'a pas ces contre-indications. Finalement, le paracétamol est un médicament assez sûr du moment qu'on reste en dessous. Donc on commence par le paracétamol, voilà. L'aspirine et les autres anti-inflammatoires, on les met de côté. Oui, après, les gens savent s'ils ont une insuffisance rénale ou s'ils ont un ulcère ou s'ils ont un anticoagulant. Et c'est là que l'éducation de la population est intéressante. C'est-à-dire que c'est intéressant que monsieur et madame tout le monde sachent que les anti-inflammatoires, ça ne se donne pas dans telle et telle situation, etc. La morphine, aujourd'hui, alors on va pas détailler tous les médicaments. Dans le palier 2, on a du paracétamol qui est associé à des dérivés de la morphine. Dans le palier 3, on donne de la morphine. Est-ce qu'on sait manipuler, est-ce que les médecins savent aujourd'hui bien manipuler ces médicaments? Est-ce qu'ils ont moins peur de les prescrire? Ah ben oui, parce que de toute façon, moi, quand j'ai commencé, même en cancérologie, on donnait très peu de morphine, sauf sur la fin de la vie, et donc les patients souffraient énormément. Donc oui, on a fait d'énormes progrès dans la manipulation des morphiniques. D'abord, on a beaucoup plus de choix. On a plein de médicaments différents avec des formes différentes, des gélules, des comprimés, des sprays intranasaux, etc. Donc ça s'est démocratisé et on a appris à s'en servir. Les médecins ont appris à se servir des morphiniques. Alors, il faut aller voir qui quand on a mal. On va parler avec vous, Dominique Bonneau, des problèmes de squelette, des problèmes ostéo-articulaires, des manipulations. Mais on va voir qui. On commence par le médecin généraliste.
C'est lui qui décide s'il nous envoie. Tous les médecins généralistes ne sont pas spécialistes de la douleur comme vous. Donc, on va d'abord voir son médecin traitant qui va nous donner des traitements pour essayer de nous soulager. Et puis, si ça ne va pas, seulement, il nous enverra un spécialiste de la douleur. Et puis, il n'y en a pas beaucoup des spécialistes de la douleur. Même à Avignon, vous n'êtes pas très nombreux à travailler sur ce domaine. Ça veut dire que les rendez-vous en consultation, c'est combien le délai? En clinique privée, 2 semaines. Un centre hospitalier. 1 mois et demi pour la consultation donc, de mon collègue. Pour la consultation douleur. Donc pendant Voilà. 1 mois et demi, on a mal, quoi. Sauf pour la consulte céphalée où là, c'est plus rapide. Pour les maux de tête, vous prenez les gens tout de suite. Mais pour les autres, il y a 1 mois et demi de délai. 1 mois et demi, oui. Ce qui est beaucoup quand on a mal. Ce qui est beaucoup. Alors qui on va voir, finalement? Alors je crois que d'abord, il faut affirmer la douleur, et c'est pour ça que le médecin généraliste est indispensable. Et là, il va pouvoir savoir si la douleur est liée à une atteinte d'organes, auquel cas il faudra adresser le patient au spécialiste d'organes. Lorsque le bilan a été fait, qu'il est complet, et que là, la douleur persiste, oui, il faut adresser une consultation de la douleur. Mais si on a affaire à un problème articulaire, Dominique Bonneau, par exemple, peut répondre à la question sans aucun souci. Alors justement, Monsieur Bonneau, quand on a mal, j'en rajoute un peu. Quand on a mal quelque part dans votre domaine, articulation, le dos, le cou, il faut aller voir qui? Un médecin généraliste, un ostéopathe kiné, un ostéopathe médecin, un chiropracteur, un rebouteux, parce qu'il y a des rebouteux dans la région. Beaucoup. Alors qui on va voir pour ça? Lorsqu'on a mal, la première des choses à faire, c'est d'en parler à son médecin généraliste. Étant en Avignon depuis effectivement plus de 30 ans, ayant été d'abord à l'hôpital pendant des années, et il y a eu toujours une grande quantité de médecins généralistes qui étaient des vrais médecins de famille. Malheureusement, une politique a voulu qu'on a décidé de limiter le nombre de médecins, espérant qu'on allait diminuer la consommation médicale, puisqu'on est rentré d'une médecine qui était orientée vers le patient, vers une médecine qui soit une médecine économique, de gestion. Donc ce sont des gestionnaires qui décident, mais c'est le médecin généraliste. Puisque c'est lui qui est apte à différencier les différents types de douleurs, qui peuvent provenir d'un traumatisme, d'une douleur lombaire, d'un problème digestif, d'un problème viscéral, et c'est lui, et lui seul, qui doit être consulté. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une lacune de médecins disponibles, et cette lacune va énormément s'aggraver dans les 5 ans à venir. Et ça, c'est un choix politique que nous subissons tous, vous, moi, tout le monde, tout le corps médical, puisque le corps médical subit cette pression énorme. Et il y a de plus en plus de problèmes de burn-out, de dépression parmi les médecins, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça ne nous plaît pas, nous, de consacrer 10-12 minutes lorsqu'on voit qu'il y a une souffrance derrière votre douleur, il y a une profonde souffrance. Et ça, c'est un problème. Donc, d'abord le médecin. Et l'Europe a voulu faire en sorte qu'on allait diminuer le nombre des médecins en augmentant des officiers de santé qui ne seraient pas des professionnels de santé, mais qui pourraient rendre service à la population. Et c'est ainsi que depuis 2011 maintenant, mais ça a commencé en 2007, on a permis à un grand nombre d'écoles privées de créer des ostéopathes. Et nous en avons une à quelques centaines de mètres d'ici, qui est connue, qui a une bonne réputation, mais ça ne remplace pas le diagnostic médical. Que vous soyez chiropracteur, ostéopathe, vous ne remplacerez jamais un médecin. Alors, comme il en manque, on fait ce que l'on peut. Et puis surtout, le problème, c'est ensuite la possibilité d'accéder directement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chez un kiné si vous n'avez pas de prescription médicale. Ce qu'on appelle la consultation de première intention, mais tout le monde se bat pour l'avoir, pour ceux qui ne sont pas des professionnels de santé et des médecins. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pour avoir depuis 25 ans, être en activité, alors qu'avant j'étais à l'hôpital, parlez à votre médecin. Le médecin, c'est comment vous vivez, c'est comment se passe votre travail, quel est le lien familial. Et c'est lui en priorité. C'est lui qui vous dira, écoutez, plutôt allez voir quelqu'un, un spécialiste. Et c'est vrai que les consultations d'algologie sont longues à avoir. Mais pourquoi? Mais parce qu'avant, vous avez le médecin généraliste, le médecin spécialiste, et qui sont totalement formés à prendre en charge la douleur. Je participe chaque mois
à 2 formations continues, alors que je suis spécialiste, mais de médecine générale, que ce soit les urgences, que ce soit toutes les maladies. Donc nous sommes formés pour appliquer toutes les normes. Quand je dis nous, c'est les médecins généralistes de première intention. Et puis après, il y a les médecins spécialistes, et puis après, on passe la main quand on en a besoin, et surtout devant les douleurs chroniques, aux spécialistes qui sont présents sur ce plateau. Les médecines dites complémentaires, docteur Roux, alors, quand on a mal, on a les médicaments, on a la prise en charge, parfois même psychothérapie, si ça prend la tête, comme on dit. À côté de ça, il y a plein de patients qui vont privilégier les plantes, d'autres qui vont faire de l'acupuncture, de l'homéopathie, qui vont faire de la méditation, c'est très à la mode la méditation, la relaxation, la sophrologie. Les médecins sont de plus en plus ouverts à toutes ces médecines complémentaires. Fort probablement parce que d'abord ils se rendent compte de la difficulté pour réussir avec les médecines dites traditionnelles. Les médicaments, on vient de voir leurs limites. On n'a pas parlé des techniques chirurgicales de la douleur, mais on ne peut pas opérer à tour de bras, ni tout le monde. Et donc il va falloir compléter. Lorsqu'on parle de la douleur, on parle de l'individualisation, on parle de la réactivité de chacun, donc on va pouvoir jouer sur cette individualisation et certains vont être plus sensibles à certaines choses qu'à d'autres. Il n'en reste pas moins que le corps douloureux parle et le corps dit ce que la bouche tait. On a évoqué brièvement, là vous l'avez fait, la psychothérapie, mais tout le monde ne peut pas avoir recours à une psychothérapie parce qu'il n'a pas les moyens de le faire au niveau verbal. Et donc le corps va parler et on va s'adresser à son corps pour avoir la même parole que lui. Parce que si vous essayez de faire de la psychothérapie à quelqu'un qui parle avec son corps, c'est comme faire parler un serbo-croate et un islandais, et je ne sais pas s'ils vont se comprendre. Donc oui, on va utiliser ces méthodes, l'acupuncture, l'ostéopathie, la relaxation, tout ce qui va passer par le corps. Vous y croyez, vous conseillez à vos patients, vous deux mesdames de l'acupuncture? Ah oui, dans le cadre d'une consultation douleur chronique où on voit des gens qui souffrent depuis longtemps, etc., c'est complètement complémentaire. On peut et donner de la morphine et faire de l'acupuncture, de la relaxation, etc. Et tout contribue en fait. Y compris dans des centres hospitaliers? Oui, nos centres hospitaliers, maintenant, on a développé avec les infirmières de la douleur la relaxation, les massages décontracturants, même l'utilisation d'huile essentielle pour faire de la relaxation. Enfin, ça s'est vraiment bien diversifié. Alors, on va, avant de vous passer la parole, parler de 3 types de pathologies qui donnent des douleurs. Une qui est la fibromyalgie. Alors, je suis sûr qu'il y a des fibromyalgiques parmi vous. Ouais, déjà une dame qui lève la main. Moi, j'ai reçu un tweet aujourd'hui me demandant si à Avignon on allait parler dans cette conférence de la fibromyalgie. On va regarder les statistiques. Représente 10 à 20% des motifs de consultation en rhumato et consultation de la douleur. Des chiffres impressionnants pour une maladie qui, on le rappelle, il n'y a pas si longtemps, n'était pas une maladie. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Deuxième partie du 19e siècle, on parlait déjà de cette maladie sous un autre nom, la polyanthésopathie. Début du 20e siècle, le SPID, syndrome polyalgique idiopathique diffus, ce sont les Américains qui, dans les années 75-80, avec les Golden Boy, le syndrome de fatigue chronique, ont mis en avant ce mot de fibromyalgie, qui est fibromyalgia en anglais, qui est devenu fibromyalgie en français, qui est un acronyme qui n'est pas très bon d'ailleurs. Et c'est là qu'on a commencé à en parler. En 1987, à la consultation de la douleur à Montpellier, donc on était encore à l'époque en régional, il y avait très peu de consultations, 13 cas. 13 cas pour toute la région montpelliéraine en 87. Aujourd'hui... C'est qu'on ne les diagnostiquait pas, quoi. Ouais. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat très difficile, mais est-ce qu'on ne les diagnostiquait pas? Est-ce qu'elles étaient parlantes d'une autre façon? La fibromyalgie est une maladie fonctionnelle, comme toutes les douleurs, mais comme toute maladie fonctionnelle, elle va aussi être être sous différents facteurs, dont le temps qui passe, dont l'environnement, et toute cette subjectivité
qui va faire que peut-être les patients vont s'exprimer d'une façon différente, peut-être s'exprimer-ils autrement, peut-être ne leur laissait-on pas la parole. Enfin, Et là, quand on voit tous les symptômes, effectivement, c'est pas facile de rattacher ça à un diagnostic très précis, parce que quand vous êtes fatigué et que vous avez des troubles de la mémoire, savoir que c'est une fibromyalgie ou la rattacher à la fibromyalgie, c'est quelque chose de compliqué. Dominique Bonneau, je pense que dans votre consultation, des fibromyalgiques, vous devez en voir pas mal, non ? Oui, mais la fibromyalgie, pour moi, c'est une affection vraie et qui est en rapport avec un terrain. Et on peut très bien avoir une fibromyalgie, une tendinite de l'épaule. Et la différence que l'on a lorsqu'on examine un patient fibromyalgique, c'est qu'on va palper des zones, notamment, il y en a 9 de chaque côté. On va le voir, on va voir les points sensibles. Et on fait la différence entre le point douloureux à la pression et le point que l'on va réveiller à la douleur en demandant une contraction musculaire. Donc la fibromyalgie est quelque chose qui est une réalité, effectivement qui a changé plusieurs fois de dénomination, parce qu'on manquait de substratum, c'est-à-dire de où est la maladie, comment elle se voit. Quand vous avez un ulcère, il y a un trou dans l'estomac. Quand vous avez un infarctus, vous voyez que le tissu du cœur n'est plus alimenté, il a tendance à se mortifier. Mais là, on ne voit pas grand-chose. Et c'est là qu'on est allé chercher, on a recherché des tas de causes, aussi bien alimentaires que psychologiques, bien sûr. Mais il faut que je vous réponde, parce qu'il y a des fois vous m'énervez, Michel. Ah voilà. Parce que là, il ne m'a pas posé la question. On ne s'est jamais engueulé en 30 ans, voilà, ça va venir ce soir. Tiens, je voudrais qu'on mette la diapo avec les points sensibles pendant. Parce que, en fait, l'homme et la nature, c'est un tout. Au sens que l'écorce de sol, qu'est-ce que ça a donné? C'est de la phytothérapie, certes, mais ça a donné l'aspirine. L'acupuncture, ça fait 3500 ans avant et 2000 après qu'on pratique l'acupuncture. On a montré, et notamment les Montpelliérains, les Nîmois, que ça agissait justement sur la sécrétion de ces fameux neuromodiateurs, c'est-à-dire ces petites molécules qui circulent dans le corps, qui ressemblent à de la morphine et qui calment la douleur, qui agissent aussi de manière neurologique, c'est-à-dire avec une voie beaucoup plus rapide, en agissant juste à l'endroit où on voyait le nerf qui rentrait dans la moelle épinière. Il y a une petite zone qui s'appelle, parce qu'elle ressemble à de la gélatine, une substance gélatineuse. Et à ce niveau-là, vous avez la piqûre d'acupuncture qui va faire un court-circuit, exactement comme quand vous êtes brûlé ou quand vous êtes tombé une brique sur le pied, instantanément, vous tordez, vous écrasez votre doigt pour faire une contre-stimulation. Tout ça, c'est un suivi. Et l'acupuncture, c'est un suivi. Et la psychothérapie qui va agir sur ce fameux lobe frontal, qui est ce qui est notre propre de l'homme, puisque les autres primates ne l'ont pas développé. Et ensuite, on va chercher sur la mémoire, avec des endroits qui gardent en mémoire, mais qui sont prêts à attaquer. C'est les amygdales, tout ça, c'est des noms que déjà les médecins ne connaissent pas beaucoup, donc je ne vais pas vous inonder avec. En fait, c'est un tout. Et pourquoi je vous énerve, mon Mais oui, parce qu'il a tendance à dire, bon voilà, il y a la grande médecine pratiquée par les grands médecins, des Parisiens souvent d'ailleurs, et ensuite la petite médecine. Il faut que je vous raconte une anecdote. Un jour, je reçois un patient et qui me dit, écoutez, je viens vous voir parce que je vous ai vu à la télé, mais mon professeur de radiologie, de rhumatologie, a dit qu'il n'y avait pas de spécialiste suffisamment compétent en dessous de Lyon. Donc c'est pour vous dire comme parfois on est un peu traité. La dernière remarque que vous m'avez faite sur la plaisanterie que j'avais faite sur la vérole et le bar tabac en ville, à l'occasion d'une émission à Michel, c'était pour dire qu'on peut avoir une fibromyalgie, d'autres maladies à côté, qui n'ont absolument rien à voir a priori pour le commun des mortels. D'accord, mais les gens ne vont rien comprendre à la syphilis et au bureau de tabac. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux choses qui n'ont rien à voir et qui cohabitent chez la même personne. Voilà. La vérole et le bar tabac. Je peux en placer une? Oui. Non. En médecine, quand on est étudiant, on nous apprend à ne pas être polarisé sur un symptôme. Et on nous dit, l'expression, c'est on a le droit d'avoir la syphilis et un bureau de tabac. Donc deux choses qui n'ont strictement rien à voir, pour vous dire qu'il ne faut pas rester sur un truc, il faut, voilà, pour un diagnostic, on n'est pas obligé de tout regrouper. Merci Dominique Bonneau pour ces derniers mots. C'est dommage, je comptais vous passer la parole, mon cher ami, pour parler des lombalgies. Mais d'abord, juste un mot sur la fibromyalgie, mais je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure. Comment on la soulage, la douleur de la fibromyalgie? Fibromyalgie, douleur chronique. Comment traite-t-on la douleur chronique? On vient d'en parler, des médicaments, des techniques psychothérapiques, des techniques non médicamenteuses. Mais d'abord, pour pouvoir traiter la fibromyalgie, il faut écouter les malades. Et reconnaître la maladie. Voilà. Et une fois que le malade a parlé, on va pouvoir l'examiner. Une fois qu'on l'a examiné, on va pouvoir
envoyer la sentence, si je peux employer ce Et mot. le simple fait que le malade se sente aujourd'hui reconnu comme étant fibromyalgique, contrairement à ce qui se passait il y a des années où on traitait les femmes d'hystériques, enfin où il y avait tout un tas de choses, on disait oui bon écoutez vous avez mal là, les gens ils arrivaient, ils disaient un jour j'ai mal là, un jour j'ai mal au genou, un jour machin, et en fait c'était ces points douloureux là. Mais comme la douleur elle se baladait, on les prenait pas au sérieux. Aujourd'hui on les prend au sérieux, c'est déjà une reconnaissance et ça va déjà mieux quand on est pris au sérieux. Ça va beaucoup mieux, et il faut quand même préciser que la fibromyalgie, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est un ensemble de signes qu'on doit intégrer peut-être dans une maladie un peu plus importante. Et puis, bien souvent, quand on dit fibromyalgie, derrière on rajoute « et il n'y a pas de traitement ». Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que moi, j'ai bien insisté tout à l'heure en disant fibromyalgie égale syndrome douloureux chronique, parce que ça, on sait la prendre en charge. Les douleurs du bas du dos, ça va être le deuxième exemple qu'on va prendre. Ces fameuses douleurs lombaires là, qui se passent ici, les statistiques, regardez, 4 personnes sur 5 en auront un jour. L'handicap au travail, les journées perdues, la cause de consultation dans les centres antidouleurs. Ça, c'est le lot quotidien du docteur Bonneau. Oui, bien sûr. La lombalgie, c'est vraiment le syndrome douloureux de l'appareil locomoteur le plus fragile. Pourquoi les lombaires? Parce que la station debout, qui est le propre de l'homme, est parfaitement prévue, entre guillemets, par le concepteur, qui fait que nous avons une courbure, une cambrure. Cette cambrure... Vous croyez qu'il y a un concepteur? Écoutez, il y a des fois où je me pose vraiment la question s'il n'y en a pas un qui est plus grand que nous pour penser à tout ce qui a fait... qu'on a mal au dos. Non, c'est parce qu'on utilise mal le jouet qu'on a des problèmes. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, et je l'ai vu quand je travaillais en Afrique, où j'ai rencontré d'ailleurs le professeur Simès. Oui, le docteur Simès. Voilà. Lui, moi j'étais à l'hôpital sénégalais, et lui il était à l'hôpital militaire, donc lui il avait des galons, et moi j'étais en mobilette dans la rue à soigner effectivement, et les lépreux, ce qui est vrai. Heureusement que je vous ai prévenu qu'on se connaissait, parce que sinon il y aura un malaise. Ouais. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, la façon d'utiliser son corps était un des principaux responsables d'une éventuelle importance plus grande de douleurs lombaires. En effet, on a remarqué que les Occidentaux, qui sont des générations et des civilisations assises, qui entraînaient, comme on le voyait ici, des cassures au niveau du bassin, des jambes et de la colonne vertébrale, étaient beaucoup plus vulnérables à ce type de position que la position accroupie des Orientaux ou des Africains. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait une différence d'utilisation. Donc la lombalgie est fréquente. C'est une douleur, c'est-à-dire lombaire, algie, douleur des lombes. Et elle peut provenir, bien sûr, des muscles qui traduisent dans un premier temps un mauvais fonctionnement. Lorsque vous avez une entorse, vous boitez. Lorsque vous avez reçu une jambe de bois au foot, vous boitez. C'est-à-dire que les muscles se contractent pour protéger l'articulation. Quand vous avez reçu une jambe de bois au foot. Pardon. Quand vous avez été victime d'une jambe de bois par un traumatisme direct de votre adversaire... Et c'est quoi une jambe de bois au foot? Oh, purée. Mais attends, j'ai joué au foot, c'est quoi? C'est que vous avez pris un coup sur le... C'est la différence, en fait, de vous avez le nord et le sud, vous avez les chaises de paille au sud, les chaises en bois au nord, les toits en ardoise au nord, et nous, on a les toits d'entuile. Je suis d'accord, je suis au nord de la Loire, mais je ne comprends pas quand vous parlez. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait une expression qui disait qu'on reçoit une jambe de bois au foot. Vous savez, Michel, vous avez bien fait de venir. Au Paris Saint-Germain, on n'a pas de jambe de bois, excusez-moi, on gagne. Ah, il fallait qu'il le place. Personne n'a le résultat de PSG Nicosie par hasard, non? Donc, lorsque... Combien? 1-0 pour Paris? Hein? Yes, vous pouvez continuer. Lorsque vous recevez un coup de genou dans votre cuisse, on définit la contracture qui suit après de jambe de bois parce qu'elle ne bouge plus, elle ne peut plus se plier. Or, c'est le muscle qui se contracte à la suite d'une agression pour protéger la jambe. Et les muscles, dans la douleur lombaire, ne font qu'exprimer la protection nécessaire à ce qui s'est mal passé entre le petit joint qui s'appelle un disque intervertébral qui sépare les deux vertèbres. Les deux vertèbres, ce sont des petits cubes qui sont solides, résistants, et entre les deux, vous avez un amortisseur qui peut, à force d'heurter les trottoirs, avoir une petite hernie, c'est-à-dire à force de se tourner en faisant des mouvements de torsion, se fissurer et déclencher une hernie. Et de la même manière, vous avez deux petites articulations entre chaque vertèbre, qui s'appellent les apophyses articulaires, qui peuvent, elles aussi, comme elles sont articulaires, peuvent déclencher des douleurs qui vont s'associer toujours à une contracture musculaire.
Donc, et ça peut se compliquer d'irradiation nerveuse dans la jambe, devant ou derrière. Vous avez compris? Ouais, devant, derrière la jambe. Devant, derrière, c'est des mots que j'utilise aussi dans le nord de la Loire. Le traitement passe par alors des médicaments. Pendant des années, on a dit que quand on avait un lumbago, il fallait surtout plus bouger, rien faire, rester au lit pendant 15 jours. Et puis aujourd'hui, on dit tout le contraire. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'immobilisation devant une... Alors, il faut définir la lombalgie, c'est une douleur lombaire. Vous pouvez encore vous retourner. Et le lumbago, c'est quand vous êtes bloqué dans une position, soit un peu comme la tour de Pise, vous inclinez, ou alors vous ne pouvez plus vous redresser. Vous levez le matin, vous êtes penché en avant et vous ne pouvez pas bouger. Lumbago s'associe à un blocage plus important des mobilités. Donc, lorsqu'on a ce genre de problème, on s'est aperçu que bouger était favorable plutôt que rester immobilisé. D'accord. Et après, on n'a plus mal. Alors, c'est le premier temps. C'est le premier temps. Deuxième temps, vous revenez à la consultation, après avoir réglé la première, bien sûr. Ça commence, vous inquiétez pas, ça va. Et qu'est-ce que vous faites après? Alors, dans un premier temps, on a posé le diagnostic. Est-ce que ça vient du disque? Est-ce que ça vient de l'apophyse articulaire? Et donc, on le fait en vous demandant si vous avez mal la nuit, si le mouvement vous améliore, si le repos vous améliore, si cette douleur est responsable de raideur le matin. C'est-à-dire qu'on va essayer de cibler la douleur. Et on va vous demander, mais votre douleur, comme le disait le docteur Roux, est-ce c'est un serrement, c'est un étau, c'est l'impression d'une crampe, ou alors vous avez l'impression qu'il y a de l'électricité qui circule. Et nous, dès qu'on entend électricité, dès qu'on entend que la sensation d'un écoulement sur la peau, on se dit, ça, le nerf est touché. Et en effet, la complication d'une douleur lombaire, qui est un simple dysfonctionnement entre deux vertèbres, soit au niveau du disque, soit au niveau des deux petites apophyses articulaires, peut entraîner une compression du nerf qui passe entre chaque vertèbre, comme vous l'avez vu sur le schéma où on voyait les voies de la douleur. Et là, ça peut être, si c'est devant, on parlera de cruralgie, avec les changements de terminologie maintenant, qui s'appelle en fait la fémoralgie, ou derrière la sciatique. Et le médecin va vous dire, mais ça va vers le gros orteil ou vers le petit orteil? Parce que ça lui permettra de préciser quel est le niveau de la vertèbre qui est touchée. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a simplement la douleur, on va traiter effectivement avec un antalgique simple. On va rajouter éventuellement un décontracturant musculaire. Et vous me direz, mais le muscle, finalement, il protège. Mais oui, mais il y a des fois où on essaie de doser si la douleur musculaire est protectrice ou si elle devient exagérée. Et ensuite, s'il y a des complications, on va demander un bilan pour savoir d'où cela vient. Parce que la clinique nous permet de le supposer, mais c'est l'examen complémentaire, la radiographie, l'IRM, le scanner qui nous permettra de dire, oui, mais écoutez, c'est bien là, et nous devons éventuellement faire une infiltration, éventuellement demander à un chirurgien son avis. Il y aura sûrement d'autres questions tout à l'heure sur le mal de dos. On termine rapidement avec les maux de tête, dont vous êtes une des spécialistes de la région. On a mal à la tête, on prend un peu de paracétamol. Certains vont prendre de l'aspirine s'ils savent que ça leur fait du bien. À partir de quand il faut consulter pour un mal de tête? Alors, à partir du moment où on répète les prises de médicaments sans être soulagé, il faut déjà en parler à son médecin généraliste, et quand ça ne suffit pas, il faut venir nous voir. Bien souvent, les gens arrivent en disant qu'ils ont la migraine. Ce n'est pas toujours le cas, donc il faut faire la part des choses entre ce qui est migraine et ce qui est céphalée de tension, par exemple, ou ce qui peut être une céphalée secondaire à une pathologie, notamment chez le sujet âgé, une pathologie inflammatoire. Une fois qu'on a fait le diagnostic de migraine, à ce moment-là, on met en place les traitements spécifiques qui vont soulager le patient. Vous avez combien de personnes par jour qui viennent vous voir pour ça, dans votre consultation antidouleur? Alors, c'est des consultations qui sont longues, j'en fais 3 fois par semaine, et la première consultation, on prend le temps avec le patient, c'est-à-dire qu'on garde le patient 3/4 d'heure. Et on va expliquer ce qu'est la céphalée, faire la part des choses entre la céphalée de tension, la migraine, expliquer les traitements, comment on les prend. Parce que bien souvent, les patients ont essayé des traitements, mais n'ont pas respecté le dosage, enfin la posologie, n'ont pas respecté les délais entre chaque médicament. Et ça permet parfois d'aider à faire passer les crises. La céphalée de tension, c'est peut-être celle qu'on connaît le moins et c'est pourtant, regardez, la plus fréquente. Alors c'est le genre de mal de tête qui vous arrive en fin de journée, quand vous avez carburé toute la journée à penser, à stresser, ou vous avez eu un boulot fou pour ceux qui travaillent toute la journée, et puis vous avez tout un truc, ça commence à serrer. Voilà, c'est le casque sur la tête. C'est le casque sur la tête, comme si c'est un mal de tête, et en fait c'est une céphalée de tension qui est due, c'est pas vraiment le cerveau,
C'est les muscles? C'est plus souvent les muscles et les muscles de la région cervicale. D'ailleurs, souvent les patients se plaignent de la nuque. Ils ont parfois aussi une barre frontale. Ils me disent j'ai une espèce de barre au-dessus des yeux, le casque. En fait, c'est les muscles parce qu'on a plein de muscles qui s'insèrent sur le crâne. Et à force d'être stressé, ça serre, on est tendu et ça tire sur le crâne et c'est ça qui entraîne des douleurs. Et là intervient le docteur Bonneau. Oui, la première question à poser quand on a ces céphalées de tension, puisque c'est un motif fréquent de consultation, et on n'y pense jamais assez, c'est que en fait, nous travaillons de plus en plus sur ordinateur. Et nous avons, au niveau de l'œil, couplé au mouvement du cou, des petits muscles qui orientent l'œil dans toutes les positions. Ces petits muscles, il y en a 6, vont, quand vous allez regarder votre ordinateur, rapprocher légèrement les yeux les uns des autres. Lorsque vous allez regarder, par exemple, si vous êtes dans une banque, regardez le client, hop, ils vont s'écarter, se rapprocher. Et cela, en fin de journée, peut créer des douleurs qui ne vont pas s'exprimer au niveau des yeux, même si les yeux parpellègent. Bon, je vais lui expliquer parce qu'il ne comprend pas. Parpellège, c'est quand les yeux tremblent. C'est les papillons avec les cils. Voilà. C'est une expression d'ici, ça? Voilà, c'est ça. On va mettre la traduction. Les yeux parpellèges. Il n'a pas le décodeur, en fait. Je note pour le magazine de la santé. Les yeux parpellèges. Vous me les plaît? P-A-R-P-E-L-E-J-E. Et donc, les yeux parpellèges. Alors ça. La manifestation la plus classique, parce que ce sont des muscles très particuliers, ces petits muscles des yeux, et ça va donner des douleurs postérieures. C'est la première chose que l'on regarde. Et avant de commencer souvent des grands examens, souvent votre médecin vous dira, écoutez, vous êtes allé chez l'ophtalmo, ah oui, j'y vais tous les 6 mois, mais est-ce qu'il vous a regardé si vous louchiez bien? Ah non. Et c'est justement là qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, plutôt que de demander des tas de consultations, surtout avec des enfants en bas âge, pensez à faire vérifier par un orthoptiste, qui est le kiné des yeux, s'il n'y a pas un petit problème. Parce que ces céphalées de tension, dans celles que je vois, il y a beaucoup, parce qu'elles sont caractéristiques d'être en fin de journée. Parce qu'on a travaillé sur ordinateur, parce qu'on a lu, parce qu'on s'est concentré, et parce qu'il y a eu la pression derrière, parce qu'il fallait rendre le rapport vite, la comptabilité vite, et toujours tout vite. On doit toujours rendre les choses pour la veille. Ici, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire les choses le jour même. Moi, je pensais que dans le sud de la Loire, c'était plutôt pour le lendemain. Oui. Mais non, on a décidé de faire ça pour la veille. Pour la veille, d'accord. C'est quoi l'étymologie de parpellège? Alors là, c'est une bonne question. En tant que latiniste, je pourrais rechercher. Alors, il y a déjà palpébral, mais il n'y a pas... Mais il n'y a pas le pébral? Ouais, voilà. Ouais. Écoutez, Et voilà. En fait, mais c'est pas quand on a la paupière qui bat toute seule. C'est quand je vous fais de l'œil. Je parpellège. C'est ça? Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas pareil. Non, c'est important. Si je le dis à la télé, il faut que j'explique. Hein. Je suis pas sûr que Marina maîtrise ça, ni Benoît. Donc parpellège, c'est quand on a les cils. Comme ça. Voilà. Eh? Attendez, parlez pas tous en même temps parce que là, je vais pas y arriver. Oui. C'est comme les papillons. Ça vient de papillons, parpellège. On peut le dire. En tout cas, je le dirais. D'accord. Ok, j'ai appris un truc, ça c'est bien, parpellège, je note. Vous avez d'autres mots, d'autres expressions qui pourraient me servir? Non? Ouais, c'est avec lui là, je ne suis pas inquiet. Alors on va vous passer la parole maintenant, on va allumer la salle et vous allez voir des hôtesses et des hôtes qui se promènent avec des petits cartons avec un numéro. Quand vous voulez poser une question, vous levez la main et nos hôtesses charmantes ici présentes, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir, vont lever la main et me signaler qui veut poser une question. On vous passera bien sûr les micros. Madame, ici, alors, il faut passer les micros, il faut que vous nous aidiez parce qu'elle ne va pas pouvoir aller vers les autres. Donc n'hésitez pas, il y en a toujours un qui doit commencer. Là-bas, il y a un monsieur qui lève la main. Là, madame. Je vous indique parce que j'ai une vue plus plongeante. Il y a le monsieur là-bas. Vous pouvez baisser la main, monsieur, elle vous a vu. Vous allez vous faire une crampe. Voilà, la carte. Madame. Donc, bonsoir. Bonsoir. J'aurais souhaité savoir comment on pouvait évaluer la douleur chez un nouveau-né. Oh, mais ils ont pas mal. Pardon. Ils ont pas mal. Ah, on vous a dit. Voilà, on va passer à une autre question maintenant. Alors oui, je veux bien répondre à cette question. Donc en fait, ça soulève toute la question de la douleur chez les patients non communicants, qu'ils soient âgés,
et par exemple atteindre la maladie d'Alzheimer, ou que ce soit des nourrissons, ou que ce soit des patients qui ne parlent pas la langue française, ou des patients qui ont un état de santé trop altéré. Donc concernant les nourrissons, en fait, ce sont des grilles. Comme on a vu la petite réglette, en fait, là, ce sont des scores. Du coup, le patient ne peut pas s'exprimer directement puisqu'il est non communicant. Et donc, il y a le score de Hedin, par exemple, où on va regarder la crispation, la succion, le cri, le tremblement, la raideur. Et donc, les puéricultrices qui ont l'habitude devront scorer toutes ces petites anomalies. Et puis, selon le score, ça peut être pathologique. Et donc, on peut en supposer que le nourrisson souffre et qu'il ne peut pas l'exprimer. Et parfois, on donne un antalgique pour voir si le score s'améliore. D'accord. Voilà. Le fait de parpeleger, c'est chez le nourrisson? Je ne sais pas si ça a été bien étudié, mais on pourrait peut-être y penser. Rajoutez-le, parce que je crois que c'est important. La une. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis suivie comme fibromyalgique par le docteur Roux. Et vous en êtes contente, madame? Très contente. Je suis très heureuse de le voir. Il s'occupe, parce que là, il a l'air sympa, mais est-ce qu'en consultation... Il est très sympa. Il me fait la bise, moi, quand il me dit au revoir. Ah, il vous fait la bise. Voilà. Et vous avez d'autres amis qui vont le voir ou pas? Vous savez s'il fait la bise à tout le monde ou pas? Ah, je ne sais pas. Mais à vous, il l'a fait. Ah oui, tout à fait. Vous faites la bise à toutes vos patientes? Pas à toutes. Pas à toutes. Ne le dites pas, je travaille avec ma femme et donc elle n'est pas toujours là. C'est-à-dire il y en a qui refusent, c'est ça? Hein, vous ne pouvez pas faire la bise à toutes parce qu'elles ne veulent pas toutes le faire. Votre femme est là ce soir? Je réfléchis. Votre femme est là? Ma femme est là. Oui. Pardon. Je sais que vous travaillez avec votre dame, pas de problème. Non, je voulais tout simplement demander, puisqu'on sait que la fibromyalgie, c'est un dérèglement du cerveau, qu'on manque de sérotonine et d'endorphine, qui est l'hormone de la douleur, pourquoi tous les traitements que vous nous donnez, toutes les thérapies douces qu'on peut prendre, qu'on peut faire à côté pour nous soulager, pourquoi on ne prescrit pas de l'endorphine et de la sérotonine? Alors, de l'endorphine, on ne sait pas prescrire, ça n'existe pas. Prescrire de la sérotonine, ça ne pose pas un vrai problème, puisqu'on a de la sérotonine dans le corps. Le seul problème, c'est qu'elle est mal utilisée. On va se permettre de l'utiliser mieux en utilisant des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et donc, ce sont les fameux antidépresseurs qui font autant peur à tout le monde. Et lorsqu'on veut jouer sur la douleur, on se rend compte que la sérotonine a une action à la fois antalgique et à la fois proalgique. Donc on ne sait jamais comment va réagir le patient, et ce qui fait que les antidépresseurs de type IRS traditionnels, le Prozac, le Deroxate, etc., on nous laisse parfois avec des réflexes bizarres et des résultats bizarres. Et donc on va associer cet IRS avec avec un produit qui a une deuxième action sur la noradrénaline, dont là on est sûr qu'elle va agir toujours contre la douleur, et c'est les fameux IRSNA. IRS, c'est inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Voilà, et je vais vous citer les trois, comme ça il n'y aura pas de souci. L'Effexor, le Cymbalta et l'Ixel, qui sont les trois médicaments qu'on utilise dans ces cas-là. Et après, la sérotonine, ce n'est pas quelque chose qui existe et sans qu'on l'utilise et sans qu'on la fabrique. Et donc il y a toutes les actions qu'on va pouvoir faire, ne serait-ce que dans les techniques de psychothérapie et médiation corporelle, qui vont nous permettre de renforcer l'action de cette sérotonine. La 4. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai des douleurs atroces aux jambes. Oui. Suite à un accident, bien sûr. Suite à un accident? Oui. Et mais vous êtes en fauteuil? Oui, je suis sur un fauteuil roulant. Et vous avez des douleurs? Vous êtes paraplégique? Oui, je suis paraplégique. Et vous avez des douleurs qui sont pas quoi? Qui sont pas soulagées? Et il n'y a aucun remède qui me fait effet. D'accord. C'est des douleurs fantômes, ils disent. C'est des douleurs... Ouais, enfin les douleurs fantômes, c'est pour les membres amputés. Enfin, la vraie définition, c'est... vous n'êtes pas amputé. Excusez-moi, je posais la question, mais je ne vois pas d'ici. Vous avez vos jambes, mais vous êtes paraplégique. Oui. Et vous sentez pas vos jambes ou vous sentez que des douleurs? Non, je sens pas du tout les jambes, mais je sens les douleurs qui sont vraiment atroces. Toute la journée, parfois la nuit, des fois ça m'empêche de dormir et tout. Alors, le problème des paraplégies, des accidents de la moelle, parce que c'est comme ça qu'on devient paraplégique, hein,
la moelle est lésée et les informations ne passent plus. Elles ne passent plus dans un sens, c'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger, il n'y a plus d'informations motrices, mais il y a quand même des sensations, des informations sensitives et donc des douleurs qui remontent. Difficile à traiter ? Qui veut répondre ? C'est très difficile à traiter, c'est pour ça qu'on a du mal à vous répondre, à prendre le micro. C'est très difficile à traiter parce que lorsqu'il y a la moelle épinière qui est coupée, les informations ne circulent plus, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais le moignon garde la mémoire de la douleur. Dans les membres fantômes, c'est le cas, parce que la jambe a été coupée, et lorsque dans la paraplégie, on garde la présence des membres, les canaux ne circulent pas bien, et vous avez donc des douleurs aberrantes, dites neuropathiques, qui déclenchent ces douleurs, et c'est vrai qu'on a du mal. Alors on a, dans ce domaine-là, et en médecine physique, qui est ma spécialité, on a travaillé là-dessus, et notamment au centre à Propara, on a beaucoup travaillé là-dessus, avec où on essaie de court-circuiter la douleur, en essayant de passer au-dessus avec des informations par des neurostimulations, c'est-à-dire qu'on fait des petits courts-circuits au-dessus pour améliorer. Et je pense que si vous avez été cadré par des centres spécialisés dans ce domaine-là, ils vous ont dû vous le proposer. S'ils ne l'ont pas fait, comme ce sont des progrès qui se font vraiment d'année en année, il faut vraiment reconsulter parce qu'on progresse. Vous savez, M. Roux est vraiment un précurseur, non seulement en Avignon, mais au niveau national. Il a été très tôt là-dedans et on fait des progrès. Il a commencé, il a balbutié avec tout ce qui était là-bas au départ. Et nous aussi, dans le monde de la neuropathie, on a progressé pour le problème de la paraplégie. Donc rapprochez-vous du médecin qui vous suit. Mais vous êtes le témoin pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à traiter. La 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord pour votre conférence et aux intervenants. Je vis avec des douleurs depuis 27 ans à la suite d'un grave accident de la circulation. Je suis passée par le fauteuil roulant et réapprentissage de la marche durant 4 ans, presque 4 ans. Des fractures à la colonne, fémur, enfin bon, squelette un peu abîmé. Depuis quelques années, on m'avait diagnostiqué une fibromyalgie qui a masqué une spondylarthrite ankylosante. Donc je vis avec les deux associés aujourd'hui. Ma question est, lors de mon parcours de soins durant toutes ces années, je suis passée par le centre antidouleur et le docteur Diaz de l'hôpital d'Avignon, le centre antidouleur de la Timone à Marseille, et suivi en immunorhumatologie à Montpellier à la Péronie. Ma question est celle-ci, excusez-moi, un peu d'émotion. Il m'a toujours été conseillé à tous les patients qui souffraient de douleurs chroniques de se respecter, enfin de respecter son corps, d'écouter un peu plus son corps, la douleur, se reposer, d'avoir un rythme un peu plus lent. Or, aujourd'hui, toute seule, je me rends compte que en étant un peu plus active, en essayant de faire plus d'activité physique. Donc de faire le contraire, faire le contraire de ce qu'on vous a dit. Tout à fait. C'est un peu un combat quotidien, mais il me semble que je m'en sors mieux comme ça. Qu'en pensez-vous ? Avec bien sûr les traitements de fond quotidiens, plus les injections, enfin tout ce qu'on peut connaître dans ces maladies-là associées, mais une activité. Certes, c'est un combat, mais une activité un peu plus soutenue qu'au contraire de rester... Oui. Ça, c'est l'abord aussi psychologique de la douleur. Et c'est vrai que ça paraît logique de dire à quelqu'un qui a mal à chaque fois qu'il bouge, bougez moins, stimulez-vous moins. Mais en même temps, on se renferme dans son quotidien de la douleur et on évite de sortir, on évite de bouger, on évite d'avoir des relations sociales parce qu'on nous a demandé de nous calmer. Et finalement, on se replie sur soi-même et cette douleur prend encore plus d'importance. C'est pour rebondir à ce qu'expliquait Dominique Bonneau, les choses sont en train d'évoluer. Par exemple, les lombalgies, aujourd'hui, on ne conseille pas le repos complet parce qu'après, on tombe dans le travers inverse qui est le déconditionnement, où les muscles sont totalement déconditionnés et donc, du coup, tout repose sur les articulations.
et ça ne sert qu'à réactiver les douleurs. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un peu un revirement et on a tendance à proposer une activité physique adaptée. Dominique, tu peux rebondir peut-être? Alors, je compléterai, moi, par rapport à la dimension psychologique qu'a évoqué Michel Simès. Dans toute douleur chronique, la dimension psychologique est toujours présente. Cette dimension psychologique va subir les effets de la douleur au point qu'on arrive à dire que cette douleur devient traumatisante par elle-même. Vous avez été traumatisé par votre accident, vous avez été traumatisé par vos maladies, et en plus vous êtes traumatisé par votre douleur. Cette douleur se conjugue avec les autres éléments pour limiter votre activité. On a parlé tout à l'heure du retentissement sur les relations familiales, sur les relations au travail. Et donc, petit à petit, la douleur va isoler. Cette douleur qui isole va augmenter la sensibilité à la douleur et on rentre dans le cercle vicieux de la douleur chronique. Effectivement, si on commence à avoir une activité, on va sortir de ce cercle vicieux et on va essayer de créer un cercle vertueux. Plus je bouge, et plus j'ai confiance en moi, et plus j'ai confiance en moi et moins j'ai mal, et plus je vais pouvoir faire. Et aujourd'hui, à travers les thérapies cognitives et comportementales, c'est ce qu'on essaie de définir par rapport au patient. C'est le patient qui va proposer une activité, c'est à travers sa proposition qu'on va l'accompagner, mais c'est donc le patient qui a décidé. On est toujours dans l'individualisation, et comme vous avez dit, vous avez trouvé, et c'est ça qui est le meilleur remède. À 4. Oui, bonsoir à tous. Donc, dans le cas de douleurs chroniques, on prescrit des opiacés, enfin, de médicaments qui provoquent des accoutumances. Et on propose aussi des méthodes thérapeutiques qui sont non médicamenteuses, comme par exemple la cryothérapie. Comment ça marche et comment c'est suivi en fait? C'est pour quel type de douleur? Parce que la cryothérapie, c'est pas pour... C'est pour on me l'a conseillé dans le cadre d'une fibromyalgie. D'une fibromyalgie. On utilise la cryothérapie dans le monde du sport pour court-circuiter des phénomènes d'origine métabolique, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'il va y avoir une réaction des hormones pour permettre la récupération musculaire. Et il faut savoir que les voies de la douleur et les voies de la chaleur sont les mêmes. On appelle ça les voies thermo-algésiques. Et on s'est aperçu effectivement que dans des phases douloureuses, on pouvait améliorer grandement le type de douleur dont vous souffrez par l'application de froid intense. À tel point que dans les mines de Silésie, dans le nord de l'Europe, on met les patients pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à moins de 200 degrés, c'est-à-dire à des froids extrêmement brefs pour permettre une récupération. Alors c'est une forme de sidération. En effet, nous avons 2 systèmes de fonctionnement au niveau de notre corps. Un système conscient et un système autonome. Lorsque vous entendez des gens qui vous disent qu'on utilise 20% de notre cerveau et que le reste, 80%, ne sert à rien, ce sont d'énormes bêtises. En effet, 20% nous sert pour la vie, pour faire tout fonctionner à l'extérieur, et ensuite pour que votre cœur bat correctement, pour que votre vésicule biliaire soit en train de digérer ce que vous avez mangé tout à l'heure, si vous avez mangé auparavant, il faut que ça fonctionne de manière autonome. Et là-dessus, ce système nerveux autonome, il va agir sur cette fameuse boucle à différents niveaux du système nerveux, il va court-circuiter. Et le froid est actuellement un des moyens qui est le plus utilisé, qui est parti du sport et qui continue maintenant dans différents domaines. Et l'utilisation du froid, justement, va agir un peu comme un balancier qui va attirer les sensations de la douleur vers la partie la plus extrême, c'est-à-dire le froid, et ensuite permettre de revenir dans un mouvement de balancier plus harmonieux. Donc la cryothérapie a élargi maintenant son indication et passé de la médecine du sport, mais aussi à la rhumatologie et à la douleur. La une. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'utilisation thérapeutique du cannabis dans le traitement de la douleur? Oui, tout à fait. Donc les cannabinoïdes, en fait, dans le cerveau, on a toutes sortes de récepteurs pour transmettre l'influx de la douleur, dont des récepteurs cannabinoïdes. Et donc tous les dérivés des cannabis ont une action sur la douleur et aussi une action antiémétique. Et
Je pense que les médicaments existent déjà et certainement seront à l'avenir à disposition de façon complémentaire un peu à la morphine. En fait, c'est un peu des équivalents. Ils agissent un peu comme les morphiniques, mais un peu différemment. Et donc, ça pourrait être une arme thérapeutique supplémentaire. Il y a un spray nasal qui a obtenu son autorisation de mise sur le marché. Tous les sprays nasaux, ça reste des morphiniques. C'est des paliers 3 dérivés du fentanyl. Qu'on se met dans le nez, voilà. en spray. Donc, actuellement, il existe des patchs de fentanyl qui est un équivalent de la morphine, mais qui agit toujours sur les récepteurs mu, alors que les cannabinoïdes vont agir sur les récepteurs cannabinoïdes. Est-ce que ça veut dire que quand on fume un pétard, on est moins sensible à la douleur? Oui. Nous ne conseillons pas, bien sûr. Les patients nous le rapportent. Hein. Mais il y a des patients qui le font spontanément. Spontanément nous le rapportent avec une certaine efficacité, certainement. Très bien. Mais bon, vous savez que c'est interdit. Voilà. De toute façon, personne ne fume en France. On commence à avoir d'ailleurs des patients sous cannabinoïdes dans le cadre de l'ATU, d'autorisation pour l'instant temporaire. Et en principe, oui, mais vous ne prescrivez pas un pétard matin, midi et soir? Non. Sous forme de comprimé et dans le cadre de la CEP, bien sûr. Pour l'instant, c'est un petit gâteau. C'est la seule indication. Un petit gâteau aux herbes? Non? Non, je rigole. La 2. Ah, mais je croyais que vous dormiez, mademoiselle, parce que vous n'aviez personne, la pauvre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je vais faire le petit grain de sable qui dérange. Ça ne changera pas. Vous allez quoi? Je vais faire le petit grain de sable qui dérange. Oh, bah, rien ne nous dérange, madame. Enfin, sauf si vous nous insultez, mais si, ça ne va pas être le cas. Non. J'ai un parcours très difficile, médical depuis l'âge de 8 ans. J'ai de nombreuses pathologies très lourdes en douleur. Et ce qui me choque, c'est les a priori des médecins généralistes, en règle générale, dès qu'on est un mouton à 5 pattes, et qu'on sort du cadre du rhume des foins. C'est-à-dire que soit on est mal diagnostiqué, soit on n'est pas aiguillé vers les bons spécialistes et on peut traîner pendant des années et cumuler et accumuler, effectivement, les douleurs qui deviennent chroniques parce que rien n'est traité en temps et en heure, notamment si on est une femme et qu'on passe effectivement tout de suite pour dépressive ou hystérique, pour peu qu'on ait un peu de caractère. Et je trouve qu'au XXIe siècle, je trouve cela complètement aberrant, mais totalement aberrant. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais trouvé d'interlocuteur satisfaisant? Oui, c'est exactement ça. Jamais. Je me suis même permise d'envoyer promener, je vais rester polie, 2 rampontes à la timone qui n'ont, pour moi, pas leur place dans le corps médical aujourd'hui. Des spécialistes de la douleur? Alors, ils n'étaient pas spécialistes de la douleur, ils étaient spécialisés dans certaines de mes pathologies, dont un crétin qui a réfuté un diagnostic posé il y a 40 ans et qui, avec les examens récents que je lui avais portés, a traité mon neurologue et mon angiologue de con. D'accord. C'est quand même clair, mais enfin, je trouve que quand même... Bon, c'est un personnage un peu particulier, mais si on mais reste dans le cadre de la douleur... Pour les patients qui souffrent aujourd'hui, quand ils n'ont pas accès directement au bon nom du bon médecin pour les prendre en charge, il y a des fois une errance possible qui devient dramatique. Celui qui est un peu trop dépressif, je vous garantis qu'il a 9 chances sur 10 d'aller se péter la tête à un moment donné. Et ça, c'est à dénoncer. J'ai fait mon cheval de bataille de cette dénonciation. J'ai dénoncé plusieurs médecins à l'ordre des médecins de plusieurs départements, parce que je trouve ça complètement illogique aujourd'hui au XXIe siècle, où justement on nous explique qu'on n'a plus à souffrir gratuitement, qu'on peut nous aider. Mais les 3 quarts des généralistes ont peur de nous aiguiller vers les spécialistes capables de prendre en charge ces douleurs, même avec des diagnostics posés. Alors, on va demander aux représentants des médecins généralistes ici, enfin représentants officieux, puisque vous n'avez pas de fonction particulière dans un syndicat, de répondre à ces accusations. Les médecins généralistes ne passent pas suffisamment la main à des gens compétents? Alors, on a dit au départ, on essaiera de ne pas trop parler des cas particuliers et on va élargir. Je vais donc donner une réponse élargie et puis après
on verra comment on peut faire par rapport aux généralistes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la douleur chronique, on peut se rendre compte que, à partir de tests qui restent des éléments subjectifs, on l'a dit, mais qui sont répétitifs, qu'on peut faire dans le même cabinet plusieurs fois ou dans d'autres cabinets, donc qui maintenant ne posent pas de problème au niveau échantillonnage. On se rend compte que, suivant les études, entre 50 et 90% des malades qui viennent à la consultation de la douleur présentent des signes d'état dépressif. Parallèlement, on se rend compte, si on fait une étude chez les psychiatres, qui eux, a priori, ne sont pas là pour soigner la douleur, que les dépressifs chroniques qui vont en consultation psychiatrique présentent plus d'une fois sur deux des signes de douleur chronique. Au-delà de ça, il y a plein d'autres études que je vais squeezer ici, sinon on va y passer la soirée. Par contre, je dirais simplement qu'il existe à travers l'IRM fonctionnel. Alors, l'IRM fonctionnel est un examen qui consiste à faire une IRM et puis en même temps utiliser une fonction. À travers l'IRM fonctionnel, on peut se rendre compte que les gens qui présentent une douleur chronique vont avoir une partie du cerveau qui va s'allumer. Alors on appelle s'allumer, répondre à travers l'ordinateur lorsqu'ils sont stimulés. On va se rendre compte que les gens qui ont une douleur chronique vont avoir une partie du cerveau qui va s'allumer et que les gens qui ont un état dépressif chronique vont avoir une partie du cerveau qui va s'allumer et les deux parties qui s'allument en fait ne sont qu'une, l'une recoupe l'autre. Donc aujourd'hui, séparer la douleur chronique de l'état dépressif chronique est quelque chose de fort difficile et on est de plus en plus amené à penser qu'il s'agit de deux faces de la même pièce. Il n'en reste pas moins que ce que je viens de dire reste quelque chose qui est généralisé et qui ne peut en aucun cas s'appliquer à une personne. Donc ne le prenez pas pour une réponse par rapport à ça, c'est simplement un élargissement. Les médecins généralistes, puisque vous en parlez, Dominique Bonneau a tout à l'heure parlé des conditions dans lesquelles la médecine évolue aujourd'hui. Un médecin généraliste qui est conventionné est payé 23 €. Il faut quand même ramener les choses à la réalité. Il n'a pas le temps nécessaire pour vous examiner au regard de ces 23 €. Alors, je ne rentrerai pas dans la polémique ni dans la politique, mais c'est une première réponse. Deuxième réponse, ces médecins généralistes sont là pour faire une coordination de votre dossier de santé. Et j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a mal, on doit s'adresser au médecin généraliste qui, si ça se complique, vous enverra voir le médecin spécialiste d'organes. Et c'est dans l'échec, après ces deux étapes-là, que la consultation de la douleur peut exister. Et oui, effectivement, les médecins généralistes ne sont pas assez sensibilisés à l'existence des consultations de la douleur. Le temps fera son œuvre. Je vous promets que quand j'ai débuté, il y a de nombreuses années, on ne savait même pas que c'était possible. L'algologie n'existait pas. L'algologie, c'est le traitement de la douleur. Ça n'existait pas encore véritablement. Le premier plan de douleur date de 1995. Nous ne sommes qu'en 2015. Bien sûr qu'il y a trop de gens qui souffrent. Et si on est là, c'est qu'on veut les soulager. Mais malgré tout, il faut que tout le monde soit informé. Ce n'est pas encore le cas. La 4. Bonsoir. Bonsoir. Je vais reprendre un peu les propos de la question qui a été posée juste avant. Ce n'est pas une question, c'est plus un constat et un reproche que je fais au corps médical en général. C'est quand, à la suite d'examens cliniques, il n'y a pas de séquelles ou de pathologie avérée, on vous dit les problèmes ils sont dans votre tête. La douleur elle est dans la tête. Et beaucoup de médecins, en tout cas moi j'en ai eu beaucoup, qui m'ont dit la douleur est dans la tête. Et ça s'arrête là. Mais est-ce qu'on vous donne des traitements? Je suis tombée sur un bon médecin, là depuis peu, le docteur Roux d'ailleurs, avec qui je viens de commencer. Ah mais il est venu avec toute sa clientèle en fait. Et au passage, il me fait la bise aussi. Hein. Il vous fait la bise aussi? Elle est où votre femme là dans la salle? C'est vous madame? Vous le saviez ou pas? Vous faites la bise aux patients vous? C'est sympa comme cabinet ça.
Vous avez une drôle de façon d'exercer au sud de la Loire quand même. Hein. Donc, oui, madame, donc on vous dit que c'est dans votre tête, sauf le docteur Roux qui, lui... a vraiment pris en considération mes demandes. En fait, tous vos témoignages montrent qu'il faut aller voir des gens qui s'intéressent à la douleur. Non, ce qui montre surtout, c'est, je ne vais pas dire l'incompétence, c'est pas le mot, mais peut-être le manque de connaissances et de certains médecins par rapport à la douleur. C'est ce qu'on disait, et ça avance beaucoup. Hein, ça avance beaucoup parce que bon, non seulement il y a les connaissances, il y a le fait de diagnostiquer, il y a le fait d'accepter l'idée que le patient a mal, même si on n'arrive pas à voir ce qui se passe exactement, ou si on n'arrive pas à mettre le doigt sur un organe ou une pathologie particulière. Et puis il y a la peur, ce qu'on disait tout à l'heure, la peur de la manipulation des antalgiques qui régresse aujourd'hui et qui fait que tout n'est pas parfait encore. Mais vous savez, une conférence sur la douleur comme on l'a fait ce soir, il y a 15 ans, on ne l'aurait pas faite. On ne l'aurait pas faite parce qu'on n'aurait pas vraiment su quoi dire. Moi, je dis 15 ans, peut-être 20 ans, mais on n'aurait pas su, on n'aurait pas tenu 2 heures sur la douleur, parce qu'on n'aurait eu que des témoignages comme le vôtre ou comme la dame précédemment, qui reprochaient aux médecins de ne pas suffisamment prendre en compte cette douleur, et des médecins qui ne la prenaient pas en compte parce qu'ils ne la comprenaient pas et qui ne savaient pas manipuler les médicaments. Donc les choses avancent. La preuve ce soir. Donc on comprend votre témoignage. Heureusement que vous êtes tombé sur le Dr Roux. Il faudrait qu'il aille consulter dans toute la France. Hein, parce que ça vous ferait une belle clientèle, ça. Puis ça vous en ferait des nanas à embrasser, hein, je peux vous dire. Bon, merci pour votre témoignage et ce soutien au Dr Roux. La 3. Bonsoir. Vous êtes une patiente du Dr Roux? Non. Il vous fait la bise, ça c'est fait. Alors la question. On entend de plus en plus parler de l'hypnose, notamment dans les cas d'opération pour essayer d'éviter une anesthésie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement par rapport au schéma qu'on a vu? Et deuxième chose, en entendez-vous parler de plus en plus dans les patients chroniques et y a-t-il de bons résultats là-dedans? Pas du tout. L'hypnose, Dr Roux, moi je peux vous parler d'hypnose par Mesmer, mais c'est tout. Hein. Et je peux rien vous expliquer. Alors, quelqu'un a vu l'émission, non? Oui. Où je suis tombé comme une... Je veux dire, je sais pas. Très franchement, j'ai été très très énervé et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé, je me suis dit, c'est pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, c'est l'émission avec Adriana Carambeu, qui elle m'hypnotise. Mais là, je comprends pourquoi. Et en fait, il y avait Mesmer, le type qui fait de l'hypnose en public, là, et il fallait qu'on... voilà, je me prête au jeu. Je l'ai fait, j'étais plus que sceptique, j'étais persuadé que ça ne marcherait pas sur moi, et persuadé que tout ça, je ne comprenais pas très bien, il devait y avoir des gens un peu sensibles, machin, très influençables, il fallait être faible d'esprit pour être hypnotisé. J'ai mis 4 secondes à tomber, voilà. Donc, j'ai tout essayé pour comprendre, parce qu'il m'a mis derrière, là, des doigts derrière, en faisant pompe machin, truc. Je me suis dit, il a appuyé sur un truc, j'ai révisé mon anatomie, il n'y a rien, il n'y a rien derrière. En fait, il appuie juste pour vous faire tomber sur lui, pour pas que vous tombiez par terre. Et il m'a fait manger des citrons en me faisant croire que c'était des pommes. Mais pas du citron merdique comme ça, c'est des citrons californiens, on dirait des mangues. Et il m'a fait manger ça avec la peau et tout. Moi, je trouvais ça très bon, je me souviens très bien que je l'ai mangé. C'était très très bon. Je savais que c'était pas de la pomme, parce que c'était un peu citronné, mais j'ai mangé ça, j'en ai repris, etc. C'est un truc incompréhensible. Alors, c'est pas de cette hypnose dont vous nous parlez, probablement, mais en même temps, est-ce que les mécanismes sont les mêmes ? Et je vous assure que je n'ai pas bidonné, hein. Vraiment oui. pas. Alors, nous, on a la chance d'avoir un médecin qui fait de l'hypnose dans la consultation, qui en même temps fait les cours au DU Douleur à Marseille, donc il a quand même une certaine reconnaissance, mais je ne l'ai jamais vu endormir des gens comme ça. Et d'ailleurs, son but n'est pas de faire ça, son but c'est de permettre d'arriver à une conscience différente. Conscience modifiée, un état de conscience modifié, comme il dit. Si vous voulez, quand on parle de la douleur chronique et on a parlé des antidépresseurs, on a parlé de ces choses-là,
on est toujours confronté à quelque chose qui s'appelle la demande offerte et la demande cachée. Le malade vient nous voir parce qu'il a mal, mais c'est parce qu'il est mal. Et il est mal parce qu'il a des raisons d'être mal qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Et lorsqu'on va vouloir essayer de soulager ce mal, soulager cette souffrance, soulager cette douleur, eh bien on va se heurter à des phénomènes d'inconscient. Et là, l'hypnose va servir parce qu'on va pousser la porte. Nous, dans le cadre de la consultation migraine, on utilise l'hypnose notamment chez l'enfant, parce qu'on est assez dépourvu au niveau des traitements. La plupart des traitements de crise sont contre-indiqués chez l'enfant en bas âge, et on leur apprend la technique d'hypnose et d'auto-hypnose. Et en cas de crise, ils utilisent cette technique à visée antalgique, on va dire, pour court-circuiter l'information douloureuse et leur permettre de passer la crise plus facilement. Et ça marche bien chez les enfants. Donc si on revient sur le schéma pour mieux comprendre comment ça fonctionne l'hypnose, en fait l'hypnose renforce les contrôles inhibiteurs descendants, c'est-à-dire... ceux qui vont empêcher la douleur d'en monter, quoi. Voilà, ceux qui vont empêcher la douleur d'atteindre à travers les 3 neurones le cerveau, parce que tant que le message n'a pas atteint le cerveau, pour tout dire, on n'a pas mal. Et donc si on arrive à bloquer le message un peu en amont, eh bien, on ne sentira pas la douleur. Et l'hypnose, en fait, c'est un autocontrôle qui permet de bloquer le message douloureux avant qu'il n'arrive au cerveau. Et les patients, à travers l'auto-hypnose, peuvent justement apprendre à mieux maîtriser ce contrôle et donc mieux maîtriser, en fait, eux-mêmes le contrôle de la douleur pour dévier l'arrivée de l'influx douloureux. Docteur Roux disait, contrairement, il ne fait pas dormir. Je ne dormais pas, hein. Je ne dormais pas du tout. Moi, j'étais conscient complètement. Je savais où j'étais. Je savais qu'on tournait une émission. Je savais qu'il y avait des caméras. Je savais que j'étais par terre sur le sol. Je savais, il a essayé de me faire nager comme si j'étais dans la piscine. Je n'ai pas nagé parce que je savais que je n'étais pas dans l'eau. Donc, je n'ai absolument pas dormi. J'étais conscient de tout ce qui se passait, sauf que j'étais incapable d'ouvrir un œil. Incapable. Hein. C'est-à-dire que j'étais au sol. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais ouvrir un œil. J'étais comme ça. Et là, j'essayais et impossible. Oui, c'est un état de conscience modifié. Un état de conscience. C'est comme si on m'avait coupé tout et que j'étais une poupée de chiffon et je suis tombé. Mais sans jamais perdre connaissance, sans jamais dormir. Donc voilà, c'est... Non, mais il est important de le préciser de façon à ce que ceux qui seront tentés de le faire n'aient pas ce réflexe de « on va me faire faire des choses que je ne veux pas faire ». Il est impossible de vous faire faire ce que vous ne souhaitez pas faire. Ça, c'est dans tous les hypnothérapeutes vous le diront. 2 dernières questions, la 1 et la 4. La 1. Bonsoir. Peut-être ma question s'adresserait plutôt à Madame Pilar. Mon mari a été opéré à plusieurs reprises 3 fois du dos, espacé de quelques années, pour le canal lombaire bouché plusieurs fois. Canal lombaire étroit. Voilà, pour des hernies discales, pour des kystes, enfin pour beaucoup de choses. Et ça ne lui a jamais rien fait. Au contraire. Dernièrement, on a consulté, l'année dernière, on a consulté à la Timone, dans le service neurochirurgie, où on nous a proposé la pose d'électrodes qui pourrait, avec stimulation, qui pourrait peut-être calmer les douleurs qui étaient de plus en plus importantes au niveau lombaire et au niveau des jambes et des pieds. Parce qu'entre-temps, il avait eu une sciatique paralysante qui l'a beaucoup abîmé. Donc on a fait cette opération au mois d'avril, pose d'électrode avec stimulateur 8 jours après, et il est resté 15 jours à la Timone. Le bien a duré 8 jours après à la sortie à la maison, et puis la douleur petit à petit est revenue de plus en plus et de plus en plus, comme avant l'opération. On a tenu jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, on est retourné voir le chirurgien, on l'a expliqué. Il a fait passer des radios en nous disant que les électrodes avaient bougé. Bon.
Et chose bizarre, d'habitude, quand quelque chose est posé en haut, si ça doit bouger, chez nous, ça descend. Là, les électrodes avaient monté. On a trouvé ça un peu bizarre. Enfin bon, Ça peut arriver. c'est ce qu'on nous a dit. Alors bon, on a pris la décision suite à des radios, fait d'autres consultations, avec le technicien qui n'arrivait plus à régler les électrodes. Les électrodes, à réopérer pour repositionner les électrodes et puis remettre en route avec son boîtier. Alors, est-ce que ça a marché, madame? Parce que comment ça on n'a arrive pas marché encore. Ça n'a pas marché. Donc, votre question, c'est Alors, quoi? C'est de savoir ce qu'il faut faire? La question, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment on peut traiter la douleur? Parce que la douleur, elle dure depuis des années maintenant. Alors, et au plus on opère, au plus on fait et au plus il a mal. Alors, on va parler justement de ces simulateurs là, qui sont des techniques assez récentes. Hein. On va poser des électrodes pour envoyer, grâce à un stimulateur, un boîtier, on va envoyer des informations qui sont censées court-circuiter l'information douloureuse. Donc ces électrodes donc, sont mises en place par voie percutanée, on va dire. Il y a tout d'abord toute une évaluation avant la pose et avant l'indication. C'est-à-dire qu'on évalue le patient en équipe, on va dire, pluridisciplinaire. Et on travaille en coordination donc, avec la consultation du docteur Roux dans ces cas-là, pour savoir si le patient est capable de supporter déjà ces électrodes, d'avoir un corps étranger dans le corps. Donc il y a déjà à savoir par rapport aux opérations qu'il y a eu avant si c'est techniquement faisable. Et puis, si le patient, psychologiquement aussi, il va tolérer d'avoir ce corps étranger. Une fois que l'indication est posée, l'électrode est mise en place. Et c'est une électrode test qui va être mise en place pendant 7 jours, qui est relayée avec un petit boîtier. C'est seulement si au bout de ces 7 jours, il y a une efficacité, que l'électrode définitive est mise en place. Ces techniques, elles ne sont pas dénuées d'effets indésirables. Effectivement, il peut y avoir dans certains cas un déplacement de ces électrodes, voire même une fracture de ces électrodes. Il peut y avoir aussi un risque infectieux, donc ce n'est pas des techniques anodines non plus. Ensuite, cette électrode, elle est relayée avec un câble à un petit boîtier qui est mis au niveau du flanc. On essaie de le placer du côté où le patient ne dort pas pour pas que ça le gêne. Mais c'est vrai que ça ne soulage pas tous les patients, malheureusement. Mais ça a quand même une efficacité qui est notable, on va dire, et qui apporte un progrès et ça bouge. Dans la prise en charge. Ça peut bouger de temps en temps? Ça peut bouger, oui. Ça peut bouger. Ça peut bouger. Vers le haut comme vers le bas. En tout cas, on demande aux patients, pendant la phase de test, d'éviter de faire des mouvements trop importants, notamment des mouvements de rotation. Et on peut les repositionner? On peut les repositionner. Et selon les antécédents, on va dire, chirurgicaux du patient, c'est parfois donc les neurochirurgiens qui les mettent en place, ou parfois dans les centres de la douleur par des anesthésistes. Mais on peut les remettre en place autant de fois qu'il est nécessaire? Autant de fois qu'il est nécessaire. Jusqu'à ce que la douleur passe? Mais on pense qu'au bout quand elles sont bien positionnées, on va dire, et si la phase de test n'a pas marché, on n'implante pas le patient, parce qu'on n'aura pas de raison. Il faut savoir qu'il y a plusieurs plots sur l'électrode, et donc on peut jouer sur les différents plots. Et puis, effectivement, les électrodes évoluent de façon très régulière et très rapide, et les électrodes qu'on a aujourd'hui ne sont pas les électrodes qu'on a mis il y a 2 ans ou il y a 3 ans. D'accord. Donc il peut y avoir des progrès dans ce domaine aussi. Et la dernière question sur la 4, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Là, justement, là, on a parlé des médecins généralistes. Moi, j'ai mon médecin généraliste pour envoyer mon épouse chez un spécialiste, c'est très dur. Il veut traiter. Alors, chaque fois que mon épouse a une douleur énorme là derrière, là, je vous fais voir avec le bras, pratiquement, j'étais au centre douleur, les anti-inflammatoires. J'ai passé le scanner, l'IRM de tout. Quand je vais voir un spécialiste, anti-inflammatoire, et c'est toujours les anti-inflammatoires. Et plus ça va, la douleur s'agrandit, et là maintenant, c'est la jambe droite qui commence à faiblir. Alors voilà. Dans les centres et on n'a jamais étudié cette douleur qui est au crâne. Dans les centres antidouleurs. C'était dans les centres même au centre douleur, on a regardé le scanner et de tout. Allez, anti-inflammatoire. Et anti-inflammatoire et anti-inflammatoire. Voilà.
tous Voilà. ces témoignages, merci monsieur, mais tous ces témoignages montrent que même dans les centres antidouleurs, les gens ne sont pas toujours entièrement satisfaits de votre travail. Alors, je crois qu'il faut expliquer que la douleur est une technique, enfin, le traitement de la douleur est une technique récente. Il n'existe pas encore véritablement de filière, et d'ailleurs, le peu de filières qu'il y a aujourd'hui est en grande discussion. Mais il faut savoir que les gens qui s'occupent de la douleur ont deux origines. Certaines d'origine anesthésiste, pour les plus nombreux. C'est parce qu'on a commencé à s'intéresser à la douleur du cancer que l'aiguille était intéressante. Et puis, l'apparition de la dimension biopsychosociale de la douleur a permis à des gens d'origine psy de rentrer dans le traitement de la douleur et de s'implanter. Et effectivement, dans toutes les équipes, chacune a sa spécificité. On a l'énorme chance sur Avignon d'avoir 3 équipes, chacune avec sa spécificité et qui travaillent en symbiose, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Et parfois, effectivement, on s'intéresse plus à une partie physique et parfois on s'intéresse plus à une partie psychologique. Ce qui veut dire que si on n'est pas satisfait d'un centre antidouleur dans lequel on a déjà eu du mal à avoir un rendez-vous, on peut en changer, comme on change de médecin. Alors, il est préférable de ne pas trop changer de médecin parce que celui qui vous connaît bien va certainement mieux vous soigner. Non, mais quand on n'est pas satisfait d'un médecin, on peut en changer. Mais effectivement. C'est pas parce qu'on arrive dans le sacro-saint centre antidouleur qu'on va forcément être satisfait, et à ce moment-là, il faut aller dans un autre. Alors après, dans la consultation, il y a plusieurs médecins. Ouais. Et donc on peut aussi changer de médecin sans changer de consultation. Il faut dire aussi que donc, dans les consultations de douleur, on a, c'est vrai, beaucoup d'échecs parce que les patients qui nous sont référés sont déjà des patients en échec. Des spécialistes, des généralistes, etc., qui ont une douleur qui est chronique, rebelle, et donc c'est très difficile pour nous de les prendre en charge. Et c'est vrai que personnellement, j'essaye de demander aux patients d'avoir quand même une certaine fidélité parce qu'on va avancer par étapes et qu'il va falloir un certain nombre d'étapes pour appréhender les traitements déjà entrepris, en changer, faire de nouvelles propositions, que le patient revienne en disant ça m'a fait, ça m'a pas fait, j'ai eu des effets secondaires, et à partir de cette réponse-là, on fait d'autres propositions et on avance ensemble avec le patient. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura à notre disposition tout l'arsenal nécessaire pour que plus personne n'ait mal? Est-ce qu'il faut le souhaiter? Il est toujours permis d'espérer, et c'est par la provocation qu'on avance. Et c'est par la provocation qu'on avance. Très bien, merci beaucoup, merci à tous. Je voudrais remercier une nouvelle fois la mairie d'Avignon de nous avoir reçus. Merci beaucoup.